Voilà. Donc je vous propose qu'on s'y mette tranquillement, puis on va laisser ceux qui veulent participer en live arriver au fur et à mesure. Je crois que vous étiez 90 inscrits aujourd'hui, donc j'imagine que tout le monde ne sera pas en live. Donc on va laisser ceux qui veulent participer en live arriver au fur et à mesure. Pour ceux qui... Hop, j'en ai qui arrivent. Le replay, il arrive cet après-midi, hein, comme d'habitude. Je vous envoie un mail dès que la vidéo a chargé, etc. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, si vous êtes d'humeur à allumer vos caméras, c'est trop cool. Ça me permet que voilà, ce soit un peu plus interactif et un peu plus vivant pour moi. Euh, Coucou Carole, merci. Et comme d'habitude, j'ai mon plan, mais dès que vous avez des questions, des remarques, etc., vous n'hésitez pas à déverrouiller vos micros ou à mettre dans le chat. À la fin de chaque partie, je laisse un petit temps pour poser des questions, mais on n'est pas obligé d'attendre la fin de la partie pour poser une question si vraiment on l'a en tête et que, entre guillemets, ne pas avoir la réponse vous empêche de comprendre la suite. Je vous ai prévu, je vois que ce sujet de l'argent interroge toujours autant, hein, parce qu'il y a toujours autant d'inscriptions et d'intérêts. Ouais, ça marche, Isabelle. Pas Isabelle Michaud, l'autre. Bon appétit. Enfin, Isabelle Michaud, bon appétit aussi, parce que tu es aussi en train de manger. Et puis c'est intéressant parce que je vois que c'est pas tout à fait les mêmes têtes que sur les autres masterclass où je suis un peu plus sur les sujets du perso, du relationnel, etc. Donc, coucou Romane, je vois que ça intéresse d'autres profils. Qu'est-ce que je vous ai pas dit pour l'introduction? C'est déjà pas mal. Je vous mets dans le lien. C'est n'importe quoi. 30 ans que je parte en vacances. Je vous mets dans le chat le lien vers le coaching si d'aventure il y en a qui ont besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, je vous ai prévu 3 points, outre vos questions, à investiguer cette question de l'argent et j'ai réfléchi à vous trouver 3 points que j'ai pas déjà énormément abordés pour éviter de refaire une énième intervention sur les énièmes points qu'on a déjà vus pour la énième fois, mais que on pourra tout à fait revoir pendant vos questions. Donc j'ai prévu 3 points. Le premier, pour celles et ceux qui n'ont pas vu la story d'hier, c'est s'interroger sur, coucou Audrey, sur d'où vient votre rapport à l'argent, et donc venir interroger la question des systèmes dans lesquels votre rapport à l'argent a pris racine, si je peux dire ça comme ça. La deuxième grande partie, c'est de voir l'argent aussi comme un symptôme d'autre chose, et donc de venir interroger ce qui peut se cacher dessous ces thématiques de rapport à l'argent, et dont l'argent fait symptôme. On fera un exercice aussi, pratico-pratique. Et troisième partie, un peu plus pratico-pratique, organiser un pilotage financier pour l'entreprise et un budget. Au milieu de tout ça, il y a plein de choses à dire sur ce rapport à l'argent, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler. Waouh, ça fait beaucoup de monde en live. En même temps, je refais un coucou général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure. Du coup, premier point que je voulais qu'on aborde pour changer un petit peu la question du rapport à l'argent. Je trouve que généralement, quand on parle de... Mettez-moi dans le chat avant, bon, il y en a que je connais évidemment, mais qui est entrepreneuse ou entrepreneur, mais je crois qu'il y a que des femmes en live, qui est entrepreneuse, qui veut se lancer, qui est déjà lancée, qui l'est depuis quelques années, qui ne l'est pas, éventuellement, que je sache juste comment j'oriente. Parce que par défaut, je vais parler aux entrepreneurs, mais depuis 2018, ça fait quoi ça? 5 ans, ok. Depuis 1 an, depuis 3 ans, depuis 2 ans et demi, je veux me lancer. Depuis 2 ans et demi, depuis 1 an et demi, ok, donc plutôt des jeunes entrepreneurs quand même. 1 an, 3 ans. Demain? Génial. C'est quoi demain? Tu déclares tes statuts demain, c'est ça? Ouais, incroyable. Trop bien. Une entreprise qui sera donc une entreprise cancer. Entreprise de l'émotionnel et de l'imagination. 1 an, ok, donc plutôt jeune entrepreneur. Ok. Ok. Donc mettez-moi, si vous voulez bien dans le chat, vous pouvez déverrouiller vos micros si vous voulez. Avec quoi vous voulez repartir aujourd'hui? Rapport à l'argent, qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous emmerde au quotidien? Comme ça, j'ajuste éventuellement. Paramètre libéral, projet dans ton entreprise en parallèle. Ok. Coucou Alicia qui a changé son nom. Simple essentiel. Ouais. Je savais pas si c'était toi. Voilà. Avec quoi vous voulez repartir? Qu'est-ce qui concrètement vous enquiquine? Sans emploi en réflexion. Ok. L'argent dans le couple. Ok.
Ok, intéressant. Me sentir légitime à demander de l'argent. Peur de générer trop d'argent. Hyper intéressant. Ok. Difficulté à recevoir de l'argent de la part des solopreneurs, je trouve mes tarifs trop chers. Le fameux c'est trop cher. Alors celui-là, je vais me le noter parce que je pense qu'il va parler à beaucoup de gens et que j'ai plein de choses à dire sur c'est trop cher. La peur de manquer qui fait que j'accepte des rendez-vous de personnes qui sont pas dans ma cible. Peur de manquer aussi pour Roman. Ok. Peur de manquer, évidemment. État d'esprit de pénurie, hein, c'est un truc très courant. Et les creux financiers des vacances scolaires. Ouais. Comment reprogrammer mon système de croyance vis-à-vis de l'argent et de la peur du manque. Ok, plafond de verre. Plafond de verre, Roman, tu peux me détailler un petit peu? Ok, ok, ok. J'ai pas besoin de t'expliquer, mais en gros, argent et vente, oui. Ok. Ok. Je vais à peu près récupérer tout le monde. Dans le sens, une limite qu'on a de façon consciente ou inconsciente. Ouais. Ok. Oui, oui. Alors, du coup, j'attaque mon histoire. Je recalerai c'est trop cher, peur de manquer et compagnie au milieu. Revoir mon taux horaire, sentiment d'imposture. Ok. Donc, aujourd'hui, les trois parties que j'ai prévues et vos questions et points vont se glisser au milieu. D'où vient votre rapport à l'argent? L'argent n'est qu'un symptôme. Organiser un pilotage financier et un budget. Donc, déjà, sur la question de votre rapport à l'argent, d'où ça vient? Votre rapport à l'argent, il grandit comme tout votre système de croyances, hein, que ce soit croyance sur l'argent, croyance sur le pouls, croyance machin, il grandit dans des systèmes. Et a priori, pour la quasi-totalité d'entre vous, j'imagine que le premier système dans lequel vous avez grandi, c'est votre système familial. Je vais garder un petit peu de choses à dire sur celui-ci. Je tenais quand même à repréciser, parce que beaucoup d'entre vous savent que moi je suis en orientation systémique, et donc ça me paraît important, coucou mode qui a allumé sa caméra, de replacer les thématiques individuelles que vous avez, comme la question du rapport à l'argent, dans les systèmes qui ont créé ces thématiques individuelles qui me paraissent pas décorrélables et décontextualisables, je ne suis pas sûre que ce mot existe, mais vous avez compris, de vos thématiques individuelles, au sens où, notamment, vous avez grandi, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, comme moi, dans un système capitaliste. Je ne suis pas là pour discuter est-ce qu'il est bien, pas bien. C'est la vie de chacun. Juste forcé de constater que vous avez grandi avec, à mon avis, deux choses importantes. La première, c'est le temps, c'est de l'argent. Peut-être que vous ne l'avez pas ingurgité tel quel, mais généralement, on a quand même grandi avec cette idée que le temps, c'est de l'argent. Et nécessairement, quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse, notamment du service, qui littéralement vend son temps, vous voyez bien que cet adage du temps, c'est de l'argent, il vient quand même conditionner une bonne partie du filtre, entre guillemets, de votre paire de lunettes à travers laquelle vous filtrez votre rapport à l'argent. Donc c'est important. Deuxième chose très importante, on en reparlera plutôt à la fin, c'est que dans un système capitaliste, il n'y a aucun intérêt à fournir une éducation financière à la masse. Évidemment, l'éducation financière, elle doit être réservée à des élites pensantes pour que eux génèrent de l'argent. On n'a pas intérêt à ce que la masse citoyenne soit éduquée à l'argent. Et donc la plupart du temps, peut-être il y a des exceptions parmi vous, mais la plupart du temps, on n'a pas reçu une éducation financière. Déjà, on ne la reçoit pas à l'école. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si vous avez fait d'autres écoles que moi, mais généralement, on ne l'a pas reçue à l'école. École, on va dire, élémentaire, secondaire. Après, évidemment, si vous avez fait des études de banque ou quoi, c'est différent. Mais... Et en dehors de l'école, bah, on n'a pas toujours des parents qui nous ont éduqués aux finances, probablement parce que eux-mêmes en fait ne sont pas du tout formés à ça. C'est un système qui est vite opaque, on comprend pas trop, peut-être que vos banquiers vous ont même jamais rien expliqué. On a l'impression que c'est réservé à une toute petite minorité qui sont des banquiers, des traders, etc. On n'y comprend rien. Donc ça, c'est quand même un point important à avoir en tête. Et on peut, à mon avis, on ne peut pas faire fi du système capitaliste dans lequel on grandit, qui n'a aucun intérêt, bien entendu, à ce que vous soyez très bien renseigné sur l'éducation financière, bien entendu. Après, la question de ce que le capitalisme est bien ou pas, je vous en laisse, bien entendu, juge et maître. C'est pas le sujet du jour. Ensuite, vous avez grandi, je vois qu'en plus nous sommes que entre femmes, a priori, en tout cas prénom qui semble évoquer des identités dans ce sens-là, en live. Le système patriarcal dans lequel vous avez grandi n'est évidemment lui aussi pas du tout anodin. Les questions du rapport à l'argent, on constate quand même qu'il y a plus de difficultés chez les femmes avec l'argent, que c'est plus mal vu pour les femmes de gagner de l'argent. Je précise, s'il y en a qui me regardent en replay, je ne dis pas tous les hommes, je ne dis pas toutes les femmes. Voilà. Je parle d'une manière générale. Il y a une multitude d'études et de statistiques qui montrent que, par exemple, plus les femmes ont des salaires élevés, plus elles divorcent.
je dis ça comme ça. C'est le moment bonne ambiance de la pause déjeuner. Donc c'est important de comprendre quand même tous ces systèmes dans lesquels nous avons évolué et qui conditionnent notre rapport à l'argent. Et que la plupart du temps, dans la majorité des cas, en tant qu'homme ou femme, on n'a pas la plupart du temps acquis le même rapport à l'argent d'une manière sociétale. Ça, c'était pour le contexte sociétal. Puis après, vous avez grandi dans des systèmes familiaux. Et là, bien entendu, vous avez toutes et tous des histoires différentes en fonction des familles dans lesquelles vous avez grandi. Donc, selon le système familial dans lequel vous avez grandi, peut-être que vous avez eu la chance, entre guillemets, de grandir dans un système familial qui vous a dit que vous étiez super, avec énormément de talent, et que, quoi qu'il arrive, vous gagnerez de l'argent, et que vous serez en sécurité, et que l'argent viendrait à vous. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas forcément été biberonné à ce genre de croyances. Et que selon les familles, vous avez peut-être appris que l'argent, c'est sale, que l'argent, ça rend les gens mauvais. Je vous sors les croyances qu'on retrouve tout le temps. Que l'argent, ça se mérite. On n'est pas là pour rigoler, il faut travailler dur pour réussir, quand même. Vous avez peut-être appris que l'argent, ça change les gens. Vous avez peut-être appris que l'argent, ça pourrit les relations de couple, d'amitié, que sais-je. Bref, si vous avez déjà travailler sur vos croyances ou vous avez une idée des croyances que vous entretenez avec l'argent, que vous souhaitez nous les partager, c'est très intéressant que vous puissiez les mettre dans le chat si vous souhaitez. Ça donne un peu une idée de toutes les croyances qu'on peut entretenir avec l'argent. Généralement, on entend ça, l'argent ça tombe pas du ciel, ça aussi on l'entend souvent, l'argent ça se mérite, l'argent ça doit se gagner. Rien que cette expression gagner sa vie, qui est une expression typique du capitalisme, est quand même assez tout aussi effroyable qu'intéressante. Et une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire, super, comment je fais avec tout ça? Le système familial dans lequel vous avez grandi, j'ai encore deux choses à en dire. La première, c'est que il y a évidemment l'influence du transgénérationnel, c'est-à-dire que si vous avez une répétition dans votre arbre généalogique de faillites, je sais pas moi, de divorces qui ont coûté beaucoup d'argent, d'entreprises qui ont coulé, bref, il y a quand même quelque chose qui se répète. Donc ça vaut le coup peut-être d'aller éclairer vos thématiques liées à l'argent par l'angle du familial. Idem si vous êtes des professionnels de l'accompagnement et que vous accompagnez des thématiques d'argent ou des thématiques d'argent dans le couple, pour Sarah par exemple, ça vaut le coup peut-être d'aller interroger en termes de schéma répétitif qu'est-ce qui peut se transmettre dans la filiation. Et le deuxième truc très important à dire, petit point psycho du jour, c'est ce qu'on appelle les loyautés familiales. Alors les loyautés familiales, ça parle des loyautés que nous devons au système familial de manière directe ou indirecte, qui sont plus ou moins fortes. Et je vais vous prendre un exemple très concret. J'ai vu ça dans un film. Oui, j'ai vu, parenthèse, un film de Nawel Madani qui s'appelle C'est tout pour moi, je crois, qui est un film inspiré de sa vie à elle, qui est une humoriste. Enfin bref, ça, je vous passe les détails, on s'en fout. Mais quand j'ai vu la scène, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle de ça dans la masterclass parce que c'était tellement parlant. Donc, c'est la gamine qui se bat contre son père pour partir à Paris vivre son rêve d'être danseuse. Son père ne veut pas en entendre parler, il l'envoie bouler, ils se disputent et elle décide de partir à Paris. Et elle fait des pieds et des mains pour obtenir un casting. Et le matin du casting, elle peut pas y aller parce qu'elle s'est fait enlever sa bagnole par comment on appelle ça là? Aidez-moi, j'ai perdu le nom. La fourrière, merci. La fourrière lui a enlevé sa bagnole et comme elle n'a pas pris d'avance, elle arrive en retard et elle ne peut pas passer son casting. Voilà ce que c'est l'incarnation de la loyauté familiale. C'est des événements qui nous arrivent, qu'on va penser pas de bol, anodin. Alors, si ça arrive une fois, ça peut être pas de bol. Mais quand à chaque fois que vous voulez, je sais pas moi, aller demander votre prêt pour votre entreprise au banquier et qu'à chaque fois il vous arrive un truc, il y a un moment, c'est pas de bol. Alors, on peut bien sûr en avoir une lecture spirituelle et elle n'est pas antinomique de la lecture des loyautés familiales, mais elle est quand même, je pense, intéressante, cette anecdote, ce pas de bol, à lire par l'angle des loyautés familiales et dans quelle mesure le fait que je crée des causes et conditions de rater mon entretien avec le banquier, de rater mon casting pour devenir danseuse, est une manière d'être loyal au système familial. Et il n'y a rien de pire pour le cerveau d'un enfant que de ne pas être loyal au système familial. Alors vous allez me dire, je suis plus enfant, c'est vrai. Donc vous avez une partie de votre cerveau qui est tout à fait capable de raisonner contre votre système familial et contre vos parents. Et souvent, c'est pas facile. Et j'en tiens pour preuve aussi aux professionnels de l'accompagnement qui sont là, notamment Sarah qui s'est formée avec moi aux thématiques relationnelles, et tous les professionnels de l'accompagnement ici qui ont accompagné des couples ou des familles, ou des individus sur les sujets du couple et de la famille, savent très bien à quel point c'est difficile
de venir faire remettre en cause un système familial de manière vraiment profonde, parce que les loyautés sont fortes et que généralement les individus résistent à ça. C'est pour ça que généralement, petite parenthèse, dans les parcours thérapeutiques, on attaque rarement par travailler le familial. Alors, je rattrape plein de messages du coup sur les croyances. Alors, Cynthia, elle dit, celle que tu m'as aidé à mettre en lumière en coaching, il faut galérer pour réussir à se faire de l'argent. Classique. La grande croyance, il faut travailler dur pour réussir avec toutes ces traductions. Carole dit, l'argent, ça se mérite. Ouais. Isabelle, la formule, l'argent tombe pas du ciel. Voilà. L'argent gagné trop facilement, on est un voleur. Oui, ça revient souvent. Alors, Romane fait une parenthèse, c'est très bien ce film, plus le fait qu'elle veut montrer à son père qu'elle va réussir. Oui. Ah, la loyauté est forte avec le papa dans le film. Hein. Au moment de m'inscrire pour ma boîte, je me suis cassé le poignet. Voilà, voilà. Ah oui, très intéressant. L'argent, ça rend les gens mauvais, ça rend les gens cons. Ouais. Ça revient souvent. L'argent, ça change les gens, ça rend mauvais, etc. Donc ça, c'était un premier angle de lecture que je voulais vous donner parce qu'on a souvent tendance à l'oublier et on a souvent tendance à traiter la question de l'argent uniquement dans le système individuel. Et bien sûr, il y a plein de choses à faire déjà avec ça, mais il n'y a pas que ça. Et évidemment que selon que vous avez grandi, eh ben, vous avez ingurgité tout un tas de croyances avec votre famille d'abord, puis après en allant à l'école pour celles qui ont été scolarisées. Et le système scolaire est aussi un système dans lequel on grandit et qui véhicule des croyances. Et puis les pairs que vous avez fréquentés, puis les médias que vous avez écoutés, et puis blablabla. Et éventuellement de venir éclairer ça aussi par la question des loyautés familiales et dans quelle mesure le fait de monter mon entreprise, de vouloir gagner de l'argent, de devoir demander de l'argent à mes clients, etc., peut peut-être me mettre en conflit avec le système familial. Et là, votre cerveau, il est dans une situation impossible. Hein. Et je vous prie bien de croire que s'il faut trancher, il va trancher en faveur des loyautés familiales, hein, parce que c'est trop coûteux de renoncer à ça, en tout cas quand on l'a pas travaillé. Sachez bien qu'un enfant, il est prêt à payer le prix maximal pour son appartenance au système familial, même dans les cas malheureusement les plus graves d'inceste, de violence sexuelle, de tous ces cas de maltraitance, même dans les cas les plus graves, ce qu'il y a de plus important pour un enfant, c'est d'appartenir au système familial. Alors vous doutez bien que si votre cerveau, il est prêt à ce genre d'atrocité, alors quand il est question de demander 100 balles pour un coaching, ton cerveau, il te dit, oh, on va rester loyal au système familial, c'est beaucoup plus gagnant dans affaire. Question, contestation, remarque sur ce premier point. Non. Ça a l'air d'aller. Deuxième point que je voulais aborder, c'est la question de voir aussi l'argent comme un symptôme. L'argent, dans les faits, on va pas rentrer dans un débat philosophique maintenant, mais dans les faits, l'argent est un moyen de transaction. Sauf qu'évidemment que dans nos sociétés, dans les systèmes dans lesquels vous avez grandi, petit à petit, l'argent a pris une autre valeur que juste je te donne 1 euro contre ma baguette de pain. Je suis pas sûre que la baguette vaille 1 euro en ce moment, mais vous avez compris l'idée. Donc, l'argent peut être un symptôme de la dette familiale. Il y en a beaucoup ici qui ont travaillé avec moi sur ces questions-là. Pour reparler un petit peu de la famille, dans tous les systèmes, familial, couple, machin, le système tient le journal inconscient des comptes, c'est-à-dire des apports et des dettes de chacun. Quand par exemple, je vais prendre un exemple qui à mon avis a parlé à beaucoup de gens ici, c'est un cliché, hein. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais situation cliché, maman a été un sauveur toute sa vie, maman a tout fait pour moi alors que je ne lui ai rien demandé, maman me fait payer la facture par une culpabilisation du type avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même me prêter 1000 balles. Et l'argent ne devient qu'un symptôme de la régulation de la dette. Maman considère que je lui dois quelque chose. Et ça peut bien entendu être une autre position que maman en sauveur, ça peut être vous, pourquoi pas, qui jouez plutôt à des positions de sauveur, et qui du coup créez de la dette dans les relations parce que vous donnez des choses qu'on ne vous a pas demandé, donc il y a un moment où vous vous sentez lésé, et l'argent peut être une manière de réguler cette dette-là. Donc l'argent peut tout à fait être un symptôme de la dette du couple, de la dette familiale, de la dette que vous entretenez avec vos clients. C'est quelque chose que je vois très souvent en coaching, des entrepreneurs qui ont la sensation d'avoir tellement donné d'énergie à leur marketing, à leur communication, à leur entreprise, et qui du coup à un moment donné ont un sentiment d'endettement, qui se disent en fait je n'ai pas le retour sur investissement de tout ce que moi j'investis dans mon entreprise. Ça crée de la dette, forcément. Et qu'est-ce qu'il y a de plus matériellement pratique que l'argent pour matérialiser la dette psychique? C'est le même principe que la valeur des cadeaux. Oui, oui, bien sûr. Ça peut évoquer aussi un principe de réciprocité, carrément.
qui est une autre manière de parler de l'argent, puisque de toute façon, le cadeau, a priori, tu l'as payé. Donc, moi, je m'interroge sur un truc. Papa s'est endetté plus quand il était jeune, donc il dépense plus, et maman est drivée par la peur du manque, donc restriction, on se démerde comment dans ce bordel? Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, tout du moins, c'est une question très large, c'est difficile d'y répondre en 5 minutes, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est le même continuum. Parenthèse, vous mettez jamais en couple par hasard. Vos parents ne se sont pas mis en couple par hasard. Et généralement, on a les mêmes casseroles et les mêmes cartons, si je pourrais dire ça comme ça. Même si c'est exploité de manière complètement opposée, donc ça donne l'impression qu'on vit pas les mêmes problèmes. Mais en fait, quand papa dépense un maximum et qu'il se fout dans la merde, et que maman a peur de manquer et qu'elle économise comme une fourmi, c'est le même carton qui s'appelle rapport à l'argent. Juste, c'est le même carton qui est exploité sur les deux extrêmes du continuum. Mais comme on aime bien dire en systémique, c'est juste faire du même à l'envers. Donc il y a fort à parier que les enfants de ce couple se retrouvent avec un carton qui s'appelle argent. Puisqu'a priori, aucun des deux parents n'a fait du ménage dans ce carton. Donc les gamins se retrouvent avec ce carton. Certains l'auront peut-être exploité comme papa, d'autres l'auront peut-être exploité comme maman. Peut-être qu'il y en a qui se débattent un petit peu entre je dépense beaucoup, puis après j'ai peur de manquer, du coup je refais des économies, puis je redépense. Ça peut être des stratégies un peu d'ajustement comme ça. Donc en fait, la question n'est pas de dire est-ce que je dois tout économiser comme maman ou est-ce que je dois tout dépenser comme papa. La question serait de dire comment je fais pour ne pas faire du même à l'envers et sortir de ce continuum-là et donc vider le carton, si je pourrais dire ça comme ça. Si on prend la métaphore, ça serait un peu ouvrir le carton et dire ok, il y a quoi là-dedans? Pourquoi papa il en est arrivé à penser les choses comme ça et à opter pour cette stratégie? Pourquoi maman elle a opté pour la stratégie inverse? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pas dans la logique de sauver les parents, bien entendu, c'est pas obligé d'être un sauveur, n'est-ce pas? Mais dans la logique de vider son propre carton à soi, qui est lui-même encombré d'autres choses, parce qu'on n'a pas fréquenté les mêmes gens que les parents, parce qu'on n'a pas grandi à la même époque que les parents, parce qu'on n'a pas fréquenté les mêmes écoles, etc., etc. Ça répond à la question? Donc, votre rapport à l'argent peut être symptomatique de la notion de la dette familiale et ou de la notion de la dette dans le couple. Donc, essayez d'être en observation. Si vous avez l'impression que ça a toujours été là, alors c'est probablement plus lié au système familial. Mais si par exemple vous aviez jamais trop eu de rapport à l'argent, vous n'êtes jamais trop posé la question, et depuis que vous êtes avec votre nouveau conjoint, votre nouvelle conjointe, vous y pensez matin, midi et soir, alors peut-être, ça vaut le coup d'aller voir par là-bas. L'argent est aussi un symptôme du rapport au manque et à la pénurie. Vous en avez beaucoup parlé dans le chat. L'idée, c'est que souvent, on a un focus attentionnel. Focus attentionnel, parenthèse, comme son nom l'indique, c'est là où vous mettez votre attention en psycho. Et le focus attentionnel, il peut être focus sur les gains, sur les ressources, ou il peut être focus sur les pertes et sur les coûts. La peur du manque des grands-parents qui ont vécu. Oui, Isabelle, c'est très important ce que tu dis, j'y reviens juste après, je finis ma phrase pour pas me perdre, mais c'est très important. Focus attentionnel sur les gains et les bénéfices, sur les coûts et les risques. Je vais prendre un exemple très concret. Tous les mois, je suis en intervision avec un confrère psychologue et ami. Et en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ce collègue avait beaucoup de questions sur la question du recrutement. Et lui, il avait vraiment un focus attentionnel sur la relation à l'autre professionnellement, focus sur les coûts. Donc il disait ouais, il faudrait que je recrute, mais putain, ça prend du temps, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça va me coûter des problèmes. Vous voyez, il a vraiment un focus attentionnel sur les coûts. Et il n'arrivait pas trop à changer le focus attentionnel pour dire oui, mais ça va peut-être aussi te faire à la longue gagner du temps, gagner de l'argent, tu vas gagner aussi de la relation humaine, tu vas gagner à développer des forces de caractère, tu vas gagner du relationnel, tu vas gagner de l'expérience, etc. Et moi, eh ben, c'était tout l'inverse de lui, c'est-à-dire que j'avais vraiment un focus attentionnel très focus sur les ressources et les bénéfices dans le relationnel. Par contre, complètement centré sur les coûts et sur les risques quand il était question des budgets publicitaires. Où moi, je me disais, oh, tu m'emmerdes avec tes budgets publicitaires, ça me saoule, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie, j'ai pas envie de me former, ça va me créer que des emmerdes. C'est intéressant de voir comment est votre focus attentionnel sur l'argent, j'imagine notamment pour toutes celles qui ont parlé de la peur de manquer, c'est qu'à ce moment-là, il y a un focus attentionnel qui est fait sur un état d'esprit de pénurie, c'est-à-dire de manquer d'argent, et donc je suis focus sur les coûts. Combien ça va me coûter d'investir dans ce coaching? Combien ça va me coûter n'importe quoi, d'investir dans cet outil? J'ai peur de manquer. Tout ça, c'est
généré sur les coûts. Alors que généralement, quand on regarde les entrepreneurs qui s'en sortent le mieux financièrement parlant, c'est ceux qui sont centrés sur les bénéfices. J'en prends pour exemple, là, mon papa, j'en avais souvent parlé, qui m'a fait cette réflexion un jour où j'étais en train de me casser la tête à savoir si je payais ma formation de yoga thérapie, et j'arrêtais pas de lui dire, oui, mais quand même, ça coûte 2500 €, je sais plus combien ça coûtait, ça coûte 2500 €, puis ça coûte 6 mois de mon temps, puis ça coûte, et mon père m'avait dit, mais arrête de te demander combien ça coûte, et commence un peu à te demander combien ça rapporte. Illustration typique de mon père a un focus attentionnel sur l'argent qui est focus sur les gains et sur les ressources. Ce n'était pas mon cas à ce moment-là. Clairement. Et tout de suite, ça change l'énergie. Ce n'est pas ça me coûte 2, c'est ça me rapporte en termes d'argent, mais ça peut me rapporter aussi en termes d'expérience, en termes de diplôme, en termes de relationnel, en termes de carnet d'adresse, etc., etc. Je fais donc juste une parenthèse pour la remarque très importante d'Isabelle, qui dans le chat dit la peur du manque des grands-parents et des parents qui ont vécu la misère, l'après-guerre, qui est très présente, il faut être prévoyante pour les moments au cas où, etc. C'est pas simple de vider ce carton. C'est un point excessivement important en psychogénéalogie. C'est-à-dire quand on regarde quel est l'héritage du transgénérationnel et de la filiation familiale, nécessairement, quand vous avez dans votre arbre généalogique des personnes, des générations qui ont été marquées notamment par l'après-guerre, ou même si vous n'avez pas ces générations-là, qui ont pu être marquées par d'autres formes de pénurie, hein. Mais là, en l'occurrence, Isabelle parlait de l'après-guerre. Effectivement, c'est un héritage familial conséquent, et ça serait psychologiquement un peu douteux, je pense, en tout cas pour tous ceux qui sont des penseurs de la psychogénéalogie du transgénérationnel, de penser que vous, aujourd'hui, vous n'héritez pas de ces modèles de pensée-là. Bien sûr que vous en héritez. Vous héritez des traumas, vous héritez de l'énergie qui va avec, vous héritez des émotions qui n'ont pas été nettoyées, et vous héritez de tout le système de pensée qui leur a été nécessaire pour survivre, malheureusement, en situation de guerre et d'après-guerre, qui n'est pas d'actualité pour vous, mais vous vous retrouvez avec les conséquences de ça. Et donc, nécessairement, si vous avez, c'est peut-être un bon conseil à donner, si dans votre système familial, vous avez la chance d'avoir des enfants en ce moment, peut-être que vos enfants sont petits, peut-être que vous avez des cousins, des cousines, des neveux, des nièces qui sont petits, moins de 5 ans. Allez, moins de 7. Et je vous invite à être particulièrement attentive à ces enfants-là. Comme le disait Françoise Dolto dans le transgénérationnel, dans les familles, les enfants et les chiens savent toujours tout, surtout ce qui n'est pas dit. Les enfants sont très parlants pour ça, parce qu'évidemment, ils vont pas être dans un processus d'intellectualisation à se dire alors est-ce qu'en fait c'est l'arrière-grand-père qui a vécu du transgénérationnel. Non, c'est pas le problème d'un enfant, évidemment. Et donc eux, ils se retrouvent porteurs des symptômes de ça. Donc ça peut être très intéressant de voir s'il y a des enfants dans le système familial actuellement, comment ils se comportent. Éventuellement, vous avez des chiens, ça peut être intéressant aussi. Peut-être que les chiens vous en diront un peu moins sur le rapport à l'argent, mais ils peuvent vous en dire beaucoup sur les vécus émotionnels. En revanche, animaux de compagnie au sens large, hein, mais... Mais bien sûr que c'est très important, les états d'esprit de pénurie après la guerre, hein. Ça marque des générations entières, hein. T'as plus les petits, mais t'as le chien. Bon, alors à voir s'il peut vous aiguiller là-dessus. C'est derrière cette phrase de Françoise Dolto qui est connue en psycho et qui est formidable, hein, dans une famille, les chiens et les enfants savent toujours tout, surtout tout ce qui n'est pas dit. C'est emblématique aussi de... Enfin, je trouve qu'on peut y faire un lien avec la question de l'argent, parce que, en fait, le rapport que vous entretenez à l'argent dit ce que vous ne vous dites pas dans le système familial vis-à-vis de l'argent. En fait, l'argent, comme je suis en train de l'expliquer, se retrouve à être un symptôme de l'état d'esprit de pénurie de la famille, parce que la famille a vécu la guerre, par exemple. Ou, parce que l'un n'empêche pas l'autre, de la dette familiale. Ou des répétitions de schémas, parce que sur 5 générations, on a des faillites, par exemple. J'en arrivais à ce point, de la perception de la valeur qu'on apporte aux autres. C'est là-dessus que je vais vous faire un exercice. Quand on est entrepreneur, entrepreneuse, surtout du service, parce que s'il y en a parmi vous également en replay qui vendent des produits, c'est un peu différent, parce que le produit, tu vas calculer de manière un peu plus pratico-pratique combien ça t'a coûté, ta marge, etc. Mais sur les services, par définition, c'est plus compliqué. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, on vous dit, et c'est très juste, hein, ne vends pas à l'heure, ne vends pas machin, vends à la valeur que tu apportes aux autres. Ce qui est très juste. Mais c'est quand même un peu flou, on va pas se mentir, hein. C'est-à-dire que de l'autre côté, on dit, ouais, mais enfin bon, concrètement, la valeur que j'apporte aux autres, ça vaut combien en euros? Ce qui est une question excessivement philosophique, hein.
Je suis bien d'accord avec vous, hein. Qui est une question même, j'ai envie de dire, philosophico-capitaliste, parce que c'est le principe même, c'est-à-dire, je donne 1 heure de mon temps, qu'est-ce que ça vaut? 1 heure de mon temps. Il n'y a pas une grille officielle qui dit que l'heure de Laura vaut plus ou moins cher que l'heure de Sarah, qui vaut plus ou moins cher que l'heure de Manon. Donc, à votre libre arbitre. Alors, avant de faire tout un blabla théorique, je vous propose de faire un petit exercice, si vous avez de quoi tapoter sur un clavier ou papier-crayon. On va s'arrêter à 5, mais si vous voulez le poursuivre, pour pas que ça dure 3 heures, mais si vous voulez le poursuivre, vous pouvez en prendre plus que 5. 5 arguments qui vous empêchent de fixer les prix que vous voulez vraiment, notamment quelqu'un dans le chat tout à l'heure m'a parlé de cette question, je crois que c'était Maude d'ailleurs, sur la question des tarifs. 5 arguments qui vous empêchent de fixer les prix que vous voulez vraiment. C'est-à-dire, admettons que là tout à l'heure, vous me disiez, vous êtes en coaching avec moi et vous me dites, moi, j'aimerais vendre mon heure de consulte à, je dis n'importe quoi, à 150 euros. Ok, admettons. Mais je n'ose pas me mettre à 150 euros parce que, et c'est là que je veux que vous notiez, okay, parce que personne ne va payer pour ça. Croyance, vrai, faux, je sais pas, je suis pas juge d'application des peines, je suis pas philosophe et je suis pas curé. Je sais pas si vous avez raison. En revanche, c'est une croyance au sens littéral, c'est ce que vous tenez pour vrai sans preuve tangible de véracité. Donc je ne me mets pas à 150 euros parce que personne ne va payer pour ça, je ne me mets pas à 150 euros parce que c'est du vol, je ne me mets pas à 150 euros parce que je dois aider les autres, voilà. Essayez de me noter les 5 premiers arguments qui vous viennent. Oui, Isabelle, parenthèse, t'as mis dans le chat, c'est une très bonne reformulation de question. Qu'est-ce que je gagne à ne pas mettre toutes mes noisettes à l'abri, mais plutôt à investir? C'est une reformulation du focus attentionnel, hein. Je renverse les coûts sur ne pas le faire. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas investir? Plutôt que qu'est-ce que ça me coûte d'investir? Alors, Sarah, tu me dis, j'ai peur qu'on me dise que c'est trop cher. J'ai peur d'avoir moins de clientes parce que l'investissement sera plus important. Je n'ai que 2 arguments et c'est le même. Oui, c'est le même. C'est par rapport à la réaction de l'autre. Oui, je te le dis en 2 mots pour pas trahir des secrets de coaching, Sarah, mais responsabilité sauveur. Tu feras des liens, à mon avis, avec d'autres choses. Isabelle, mes services sont-ils vraiment à la hauteur du prix que j'annonce? Ok. Sarah, je débute, je suis en train de me former, je me dis que je suis pas encore experte, j'ai peur qu'on me dise que c'est trop cher, ok. Si le résultat du coaching est pas bon, ce sera de ma faute. Je serai redevable. Léa, la dette. Tu l'exprimes tel quel, hein. Je suis redevable. Alicia, j'ai peur que personne n'achète, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Construction du monde. Cynthia, je suis dans le service, oui, ok. Je pense que je suis prétentieuse. Ok. Continuez à mettre si vous voulez, juste je donne la suite de la consigne pour celles qui veulent continuer à avancer. L'idée c'est qu'en face de chaque argument, vous allez me mettre un contre-argument. Exemple, je vais reprendre celle de Sarah qui l'a dit au tout début. J'ai peur qu'on me dise que c'est trop cher. Moi, je pourrais rétorquer, c'est la responsabilité des autres de dire que c'est trop cher. Et si c'est trop cher pour eux, ils trouveront moins cher ailleurs. J'ai peur d'avoir moins de clientes parce que l'investissement est plus important. Oui, bon, bah c'était. Oui, bon, ça revient à la même idée. Isabelle, par exemple, ça pourrait être la même chose. Mes services sont-ils vraiment à la hauteur du prix que j'annonce? Je pourrais rétorquer, c'est la responsabilité des autres d'estimer s'ils veulent mettre ce prix pour tes services. Et s'ils ne le veulent pas, c'est leur bon droit légal et psychique. Ils trouveront moins cher ailleurs. Si c'est plus coûteux, ça a plus... Donc là, je suis dans les contre-arguments, j'imagine, hein. Si c'est plus coûteux, ça a plus de valeur. Ça peut... En tout cas, il faut que ça résonne avec vous, l'argument, hein. Il faut que vous y adhérez, même à 20%, mais que vous y adhérez un petit peu, quand même. Anne, je me sens pas experte dans mon domaine, tarif trop cher par rapport à mon expérience, peur du refus. J'ai déjà pas de clients au prix actuel. Intéressant. On pourrait rétorquer, est-ce que vraiment c'est le prix qui fait que je n'ai pas de clients? Ou est-ce que le problème est ailleurs?
J'aime bien l'argument de faire appel à la responsabilité de l'autre. Le sauveur qui prend les responsabilités pour tout le monde. Ça fait trop cher sans garantie de résultat. Intéressant, on va reparler après de ça. Peur de ne pas être à la hauteur, ok, construction du monde. Les solopreneurs ont peu de budget au début et donc besoin d'un accompagnement abordable. C'est une croyance, en tout cas. Vraie ou fausse, je sais pas, mais c'est une croyance. Envie de mettre en place un système non relié à l'argent, mais pour l'instant, à part l'échange de services de temps en temps, j'ai quand même la nécessité de faire avec les règles du jeu capitaliste. Je le crains. À mon grand désarroi, mais je le crains. Il n'y a pas assez de prospects pour payer ce prix-là et construire un modèle viable. Hmm. Alors maintenant, c'est intéressant que tu dis ça, parce que tu es dans un modèle, si je ne me trompe pas, un business model de coaching assez classique. Or, il y a beaucoup de coachs qui vivent très bien de leur métier. Peur que personne n'achète. Ce seront les clients qui sont les bons pour moi qui achèteront. Oui, c'est un bon contre-argument. En fait, ce que vous montrez derrière ça, c'est que souvent, il se cache autre chose. C'est-à-dire, par exemple, quand je dis j'ai peur que ça soit trop cher pour les autres, c'est intéressant parce qu'en fait, derrière ça, ça vient interroger, mais à quel moment c'est ma responsabilité de protéger les autres, que ce soit trop cher ou pas? C'est leur responsabilité de dire si c'est trop cher pour eux. Surtout que c'est trop cher, j'insiste bien sur la notion très subjective, c'est trop cher par rapport à quoi? Il n'y a pas de réponse objective à donner à c'est trop cher. Si je dis 150 euros la séance, peut-être que pour Sarah c'est trop cher au vu de ses finances actuelles. Peut-être que pour Alicia c'est trop cher par rapport à ce qu'elle estime être le prix du marché. Peut-être que pour Maud c'est trop cher vis-à-vis de la trésorerie de son entreprise. Peut-être que, bon, vous voyez. Et peut-être que pour Cynthia c'est pas cher, 150 euros. Peut-être que pour Manon, 150 euros c'est même signe de mauvaise qualité. On se dit, oh là là, moi je suis habituée à des coachs qui facturent beaucoup plus cher, hein, 150 euros. Hein? Donc, Elle va bien. Et lui? je coupe un micro. C'est trop cher, c'est excessivement subjectif. Ça, je pense que jusque-là, ça va. Donc, à partir du moment où c'est subjectif, c'est la responsabilité de l'autre. À quel moment c'est à moi de les protéger de ça? Après, la problématique qu'il peut y avoir derrière, c'est pas c'est trop cher. Peut-être que le problème qu'il y a derrière, c'est je ne supporte pas qu'on me dise non, hein. C'est peut-être là le problème. Pas de promesse de résultat tangible au départ, car tout dépendra du cheminement qui sera fait. Oui, pareil. J'ai informé, j'ai fait ma part du taf. Finalement, il y a deux sortes d'arguments, doute de soi et doute sur les personnes qui achètent et qui pourraient acheter. Oui, il peut y avoir effectivement un peu ces deux catégories-là. Bon, il peut y avoir plein de choses, hein, en lien avec le rapport à l'argent. Il peut y avoir des problématiques effectivement d'ordre plutôt philosophico-politique, par exemple, hein, comme évoqué Maud, dans le fait d'être, par exemple, profondément en désaccord avec un système capitaliste, par exemple, qui peut du coup venir créer des tensions en fait entre un système de valeurs qui pense d'une manière anticapitaliste et des comportements qui sanguent d'un système capitaliste, parce qu'il faut bien que je fasse avec. Donc il peut y avoir aussi des enjeux très très globaux. Comme j'aime bien le résumer avec Bien dans ta boîte, pour moi, il y a toujours les trois aspects, c'est-à-dire avec soi, avec les autres, avec le monde. Et la question du rapport à l'argent n'y échappe pas. Il y a déjà mon rapport à l'argent avec moi-même. Comment est-ce que moi je perçois ma valeur? Comment est-ce que moi je me perçois à la hauteur? Comment est-ce que moi je me perçois exister? Gna, gna, gna. Il y a avec les autres, effectivement. Peut-être ai-je tendance à prendre la responsabilité des autres et à vouloir les protéger en mettant des tarifs plus bas, par exemple. Et puis avec le monde, c'est-à-dire comment je perçois la question de l'argent dans le monde, etc., etc. En tout cas, ce que je voulais vous dire, pardon, les pros de l'accompagnement ici, on est très branché sauveur. En fait, avec nos clients, c'est flagrant. C'est souvent le cas, c'est pas systématique. La newsletter que j'ai envoyée ce matin, d'ailleurs, je le répète, et c'est important parce que je vois des fois aussi un autre biais, c'est que j'en ai plein des professionnels de l'accompagnement qui partent du principe qu'ils sont des sauveurs parce qu'ils sont accompagnants. Mais s'il y en a parmi vous, professionnels de l'accompagnement, qui ont tendance à dire que des fois il faut un peu botter le cul de ses bénéficiaires pour les secouer, welcome en position de persécuteur et pas du tout du sauveur. Donc on peut très bien être un professionnel de l'accompagnement avec des positions de prédilection de persécuteur ou de victime, ça n'empêche pas. De toute façon, dans les trois cas, que vous soyez plutôt sauveur, plutôt victime ou plutôt persécuteur, dans tous les cas, vous maintenez des jeux psychologiques et donc par définition, vous empêchez vos bénéficiaires de devenir des adultes responsables autonomes. Petite parenthèse. Mon expérience est ce qu'elle est, tout le monde a été débutant. Oui, j'ai voulu mon expérience aussi. Exact. Peut-être que je ne suis que à 2 sur 10, entre guillemets, de ma compétence, mais je peux déjà aider tous ceux qui sont à 0 et tous ceux qui sont à 1. Idée générale aussi derrière ça, c'est que vous voyez, en fait, votre focus attentionnel, il se fait sur
c'est trop cher, ils vont refuser, il y aura pas assez de monde. C'est de la pénurie, hein. Il y aura pas assez de monde, il y aura pas assez de clients, il y aura pas assez, pas assez, pas assez. J'invite à réfléchir les constructions du monde d'insuffisance qui peuvent se cacher derrière, c'est trop, pas assez. Quand vous me dites il y aura pas assez de clients, c'est trop cher, c'est la même phrase, hein. Juste du même à l'envers, les constructions d'insuffisance parlent toujours du trop et du pas assez. Donc ça peut valoir le coup d'aller voir là derrière. Remettons notre focus attentionnel sur pourquoi. C'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma vision, pourquoi je génère de l'argent. À mon avis, vous n'êtes pas devenu entrepreneur parce que vous avez rien d'autre à faire hier matin. Donc j'imagine que vous êtes devenu entrepreneuse et entrepreneur parce que c'est le moment de mettre vos valeurs. Vous avez choisi des métiers, des cibles, des business models, etc. parce que vos valeurs. Quelle est la vision de l'entreprise? Quelle est la mission de l'entreprise? Et quelle est la raison d'être d'entreprise? Ça fait 3 choses déjà à trouver. Et au carrefour de ces 3-là, j'ai la proposition de valeur de la boîte. Et quand déjà je suis branchée à ça, ça me devient déjà beaucoup plus simple d'être à l'aise avec mes prix. Je vous partage un petit apprentissage personnel d'il y a 2 semaines. Comme quoi, on n'en a jamais fini avec nos questions de l'argent. Mon premier gros travail sur le rapport à l'argent, je l'ai fait il y a 5 ans. Ça m'a pas trop enquiquiné la vie ces dernières années. Et puis là, j'ai voulu passer à un autre step. Ce qui est très intéressant parce que ces dernières années, j'avais tendance à me dire que, pas que j'avais plus de problème avec l'argent, parce que on a toujours de quoi travailler, mais je me disais, ah, ça va mieux. Alors ça va mieux parce qu'en fait, j'étais arrivée dans ma zone de confort. Alors ma zone de confort, c'est de déplacer, hein, évidemment. J'avais une première zone de confort il y a 5 ans avec un tarif, puis petit à petit, ce tarif a augmenté, et j'étais dans ma zone de confort. Et la vie, vous appelez ça comme vous voulez, la vie, Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez, l'intuition, le hasard, m'envoie. Je suis revenue, c'est bon? Je sais pas, caprice de Zoom. Bon. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, et donc voilà, la vie, vous appelez ça comme vous voulez. Merci ça. M'envoie pendant 4 semaines, chaque semaine, des professionnels de l'accompagnement qui sont sensiblement sur les, grosso modo, les mêmes cibles et les mêmes sujets que moi, débutants. Quand bien en face, hein, mais et qui priçaient au même prix que moi, voire plus cher que moi. Et donc forcément, moi, ça me crée un inconfort parce que je me dis, bah, il y a un truc en moi qui dit, attends, c'est pas juste. Bah, j'ai fait 8 ans d'études, j'ai 6 ans d'expérience, il y a un truc qui va pas. Et donc c'est intéressant de voir que, bah, finalement, ce qui m'avait enquiquiné dans mon rapport à l'argent il y a 5 ans, vient de nouveau créer une tension et il y a un truc en moi qui dit: «Ah, il y a un truc qui va pas, petite dissonance cognitive, mon système de valeurs est pas adapté au comportement que j'observe sur le terrain». Donc j'en discute en intervision avec, le collègue dont je vous parlais tout à l'heure et où est-ce que je vous en oui, et donc on discutait de ça et ce qui était intéressant, c'était que, du coup, je fais, une proposition d'accompagnement, puisque j'avais eu un appel découverte et donc je le fais avec le nouveau tarif, auquel je veux pricer. Et ce que me fait constater ce collègue de manière, hop là, de manière, très intéressante, c'est que la prospecte me dit: C'est un peu chaud dans mon budget, qu'est-ce que ça donne si on enlève une séance?» Et cette petite phrase qui peut paraître excessivement anodine, ben moi je trouve qu'elle a rien d'anodin, parce qu'en fait elle montre qu'à partir du moment où je laisse la responsabilité à l'autre, c'est lui qui trouve une solution pour s'adapter. Et qui dit: j'ai vraiment envie et besoin de cet accompagnement. Comment est-ce que je peux faire pour que ça rentre dans mon budget? Par exemple, est-ce que je peux demander à Laura d'enlever une séance? Par exemple. Et ce n'est pas moi qui adapte mon accompagnement. Moi, mon accompagnement, je sais ce qu'il vaut, je sais ce que ça apporte aux autres, j'estime qu'aujourd'hui il vaut ce prix-là. Et ben, on peut trouver notre manière de s'adapter sans toucher directement au tarif. Si, en revanche, je me prends un non, c'est trop cher, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, effectivement, je peux partir du principe, vous m'entendez toujours? Oui, je vous voyais plus bouger. Je peux partir du principe que, ah là, je suis peut-être allée chercher le palier haut de ma cible. Tant que la cible, elle est prête à négocier, c'est que j'ai pas tapé le seuil de négociation. Et en fait, à force de vouloir être très en dessous de votre seuil de négociation, bah, vous êtes avec des tarifs trop bas. La question, c'est de venir chercher le tarif ici, qui fait que pour la majorité d'entre eux, ça passe, que pour certains, ça négocie un petit peu, mais je vais vous le dire avec beaucoup de provoques techniques de négociation de base, tant que vous prenez pas un non, c'est que c'est pas assez cher. Et quand vous aurez pris 10 non, effectivement, peut-être que c'est trop cher, et c'est trop cher veut pas dire je baisse mon tarif, ça peut vouloir dire peut-être ce n'est plus la bonne cible. Peut-être aussi. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, du coup, je fais juste un tour de chat parce que je pense que j'ai dû louper du monde. Mon expérience, est-ce qu'elle est... Ah non, bah non, ça je l'avais lu. Coupure, 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 oui. Bisous m'a fait un caprice. Donc, plus vous êtes reconnecté à votre valeur, à vos valeurs, pardon, à votre vision, à votre pourquoi, à votre raison d'être, à la mission, etc., plus vous avez une facilité à dire, voilà, moi, mon tarif maintenant, c'est ça. Si ça ne te convient pas, je ne t'en veux pas. Je ne joue pas au persécuteur en te disant que les gens sont cons. Mais je ne me mets pas non plus à la place du sauveur qui dit, je vais me sacrifier pour t'arranger la vie. Et je ne me mets pas à la place de la victime qui dit, c'est horrible, personne n'est prêt à payer. Non, peut-être juste. C'est pas le bon entrepreneur avec la bonne prospect, là, maintenant, tout de suite, que pas dire que peut-être on travaillera pas ensemble plus tard. Comment savoir que c'est la bonne cible? Ah, ah, sacrée question. Alors, c'est la bonne cible. Allez, si je résume, hop, si je résume très rapidement, on pourrait dire c'est la bonne cible à partir du moment où elle est alignée avec vos valeurs, votre vision, la mission de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise, et qu'elle est prête à payer pour ça. Si je le résume, très 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 résumé. Ok. C'est une bonne cible parce que je sais pourquoi je l'accompagne, j'ai envie de l'accompagner, j'y vais avec bonheur, avec envie d'accompagner cette cible ou de lui offrir mon produit, mon service, parce que ça fait sens pour moi, parce que ça fait sens pour eux, parce que ça change quelque chose pour moi, pour eux, pour le monde. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et en plus, il y a un problème dans cette cible que mon produit, service résout. Je dis problème et pas besoin, hein, vous aurez constaté. Hein. Est-ce que je peux redonner les 3 choses à trouver pour l'entreprise? Vision, mission, raison d'être. Vision pour l'entreprise, mission de l'entreprise, raison d'être de l'entreprise. Tu parles d'un non verbalisé où ça fonctionne aussi si on n'a pas de retour malgré une relance. Ah ben, pas de retour après une relance, c'est plus embêtant parce que la personne ne te dit pas directement c'est la question du tarif. Donc du coup, il faudrait pas partir dans un truc en mode ah ben c'est forcément parce que le tarif machin, parce que peut-être que c'est pas ça. Tu vois. Qui m'a demandé ça? Manon, ok. Manon, formation sur la posture, je te renvoie peut-être plutôt à des questions de demande ambivalente. Ça va? Vous avez quand même un rapport à l'argent, je pense, beaucoup plus harmonieux quand vous savez pourquoi vous générez de l'argent. Et admettons que parmi vous, il y en ait qui, peut-être, il y a une dissonance cognitive parce qu'ils se disent, oui, parce qu'ils se disent que, en fait, excusez-moi, je vais dire parce qu'elles se disent, je sais qu'il y a un homme, mais on va conjuguer au féminin majoritaire puisque vous êtes une majorité de femmes. Donc, parce qu'elles se disent, ouais, mais gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça fait pas sens pour moi, c'est peut-être contraire à mes valeurs, etc. Ok, peut-être que l'argent que vous générez avec votre entreprise, vous pouvez le réinjecter dans quelque chose qui fait sens pour vous. Que ce soit votre rémunération pour vous occuper de votre famille, de vos animaux, de vos hobbies, ou ça peut être de réinjecter dans l'entreprise. Vous vous rémunérez d'abord, on est d'accord, hein, mais dans votre entreprise pour recruter, par exemple, parce qu'admettons, ce qui fait sens pour vous, c'est de créer de l'emploi, par exemple. Mais si ce qui fait sens pour vous, c'est de créer de l'emploi, ben, à un moment donné, il va falloir générer de l'argent parce qu'il va quand même falloir les payer, les gens avec qui vous travaillez. Peut-être que ce qui fait sens pour vous, c'est de... qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? C'est d'accompagner des personnes en fin de vie, admettons. Ce n'est pas votre métier, vous voulez avoir du temps dans le milieu associatif, générer de l'argent est une manière d'avoir plus de temps libre pour investir ce temps libre dans l'association en question, par exemple. Et ça fait beaucoup plus sens d'aller générer de l'argent parce que vous voulez, selon ce qui est important pour vous, vous voyez, c'est vos valeurs, parce que vous voulez payer des études incroyables à vos gamins, valeur de parentalité par exemple, et de la scolarité, parce que vous voulez avoir beaucoup de temps à donner dans des associations, valeur de l'altruisme, valeur de solidarité, ouais. Etc., etc. Et donc, ça fait plus de... Et peut-être que vous voulez juste vous gagner beaucoup d'argent, c'est votre bon droit légal et psychique. Demander de l'argent, ça sous-tend des obligations. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire, Carole, par ça? Je peux mettre mon micro 2 minutes? Vas-y. J'ai du mal à écrire. En fait, oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à quelqu'un de nous payer pour quelque chose, on se sent forcément obligé. Enfin, on n'a plus la même latitude. Enfin, j'ai un peu la sensation que du coup, oui, ça coupe une partie de notre liberté d'action.
je sais pas comment l'expliquer de façon très très claire. Mm. En tout cas, je C'est-à-dire qu'à pense. partir du moment où on reste, par exemple, quand on fait les choses gratuitement, bah, ça nous laisse une liberté totale dans ce qu'on veut offrir et dans aussi ce que les autres peuvent attendre de nous, puisque a priori, c'est gratuit. Donc, les gens ne sont pas censés être trop difficiles quelque part. Enfin, je ne sais pas trop comment. Mais à partir du moment où on demande de l'argent, évidemment, les gens en face s'attendent à quelque chose et du coup, ça nous oblige à, voilà, à être plus ou moins parfait, excellent. En tout cas, forcément, à leur donner euh, quelque chose qui les contente, quoi. À Hein, être à la hauteur hein, des attentes des autres. aussi, oui, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, oui, on est moins libre. On est moins libre de faire comme on l'entend. On est plus, enfin, dans mon esprit, on est plus obligé de se conformer en fait à ce que l'autre attend quelque part. Mm. Il y a cette question pour moi. Mm. Voilà. Alors, C'était long. je pense que ça serait très intéressant pour toi que tu viennes te demander dans ton système d'attachement à qui j'ai dû fournir des efforts pour être à la hauteur des attentes. D'accord. Parce que probablement tu l'as Merci. appris quelque part. D'accord. Ok, mais D'une manière générale, quand on parle du professionnel, c'est vrai que quand je vous pose ce genre de questions, vous pensez souvent à vos parents, ce qui est bien sûr une piste importante à investiguer pour tout ce qu'on a dit au début. Pensez également au rapport au professeur, parce que généralement le rapport au professionnel, on l'a souvent appris dans le milieu scolaire aussi. Donc, alors après, le rapport au scolaire, on l'a souvent appris avec les parents. Tout ça se rejoint. Mais vous voyez, là, c'est très intéressant ce que dit Carole. C'est-à-dire que c'est Carole que je dis pas, oui, c'est Carole, je dis pas de bêtises. Euh, En fait, on entend la notion de la dette derrière. C'est-à-dire, quand c'est gratuit, t'as pas à dire quelque chose, en fait. Alors qu'à partir du moment où tu as payé, alors je te suis redevable d'un certain niveau d'exigence. Ce qui n'est pas faux dans les faits, bien entendu, que quand les gens ils vous payent 500 € de l'heure, ils attendent quelque chose. On est d'accord, bien sûr. Mais vous attendez quelque chose d'eux aussi. Ça devrait s'annuler. Vous attendez qu'ils vous payent dans les temps, vous attendez qu'ils fournissent le travail, par exemple, dans l'accompagnement. Et là, il y a un truc qui est, ah non, alors si on m'a payé, alors je dois être à la hauteur des exigences. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, comment ça s'est tricoté dans ma tête? Et comme toutes les croyances, je reprécise bien, je ne suis pas là pour discuter, est-ce que vous avez tort ou est-ce que vous avez raison? C'est pas mon travail. Ma question, c'est est-ce que ça vous aide ou pas de le penser? Si vous considérez que cette pensée vous aide, gardez-la. Si vous considérez que cette croyance vous emmerde la vie, ça vaut le coup de la flexibiliser. Après, est-ce que vous avez tort ou raison? C'est un long débat. Ensuite, Cynthia, tu dis, je pense qu'il y a aussi notre communication qui est à ajuster quand peu de clients pour que la prospecte capte que notre offre leur rendra véritablement service. Oui, bien sûr. Et à nous d'être certaines de la valeur de notre offre pour être solide et sûr dans notre tarif. Oui, bien sûr. Votre communication va retranscrire votre monde, enfin, d'une manière ou d'une autre, retranscrit votre monde interne, bien entendu. Euh, pour les plus spirituels d'entre vous, aussi parce qu'elle transmet une fréquence vibratoire, mais même si cette notion ne vous parle pas du tout, bah, dans le choix des mots que vous faites, par définition, votre sphère psychique, vous la traduisez en mots, les mots que vous choisissez ne sont pas anodins, par définition. Donc oui, bien sûr que votre communication envoie des messages subliminaux, si je pourrais, enfin, directs et indirects sur la perception que vous avez de votre service. Effectivement, une bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que ça coûte à mes prospects de ne pas investir dans mon offre? Et c'est pareil, ça vous change un petit peu le focus attentionnel. C'est pas tant qu'est-ce que je vais t'apporter, c'est je sais ce que tu perds si tu viens pas. Et attention, hein, quand je dis je sais ce que tu perds si tu viens pas, on ne rentre pas dans un rôle du persécuteur qui dit moi je sais mieux que tout le monde et vous êtes des victimes et vous me suivez. Non, c'est pas ça. C'est juste moi je sais ce que j'ai à te proposer et je suis solide, ancré et convaincu de ça. C'est ton bon droit légal et psychique de me dire non. À tort ou à raison, tu as tes raisons. Par contre, je sais ce que ça va te coûter de ne pas venir. Alors ça te coûtera pas d'argent, a priori, si tu viens pas, par définition, tu l'auras pas dépensé, mais je sais ce que ça va te coûter en termes alors moi je parle de mon métier, je sais ce que ça va leur coûter en termes émotionnels, en termes psychiques, en termes énergétiques et même concrètement en termes physiques. Je sais ce que ça peut coûter en termes relationnels, de l'endettement des couples qui finissent par péter parce que l'endettement a traîné, de systèmes familiaux qui peuvent mener à des conflits, à des disputes. J'en ai accompagné des associés qui ont fini par se séparer parce que l'endettement était trop fort, etc., etc. Donc du coup, je suis tranquille avec ce que ça coûte parce que du coup, je sais ce que je peux leur éviter comme merdier. Enfin, ce que je peux leur éviter. Ce que je peux les accompagner à éviter.
Roman, il y a aussi un rapport au sport et aux entraîneurs avec le domaine pro. Oui, pourquoi pas? Oui, oui, bien sûr. En fait, les figures d'autorité. Tous ceux qui ont été dans ta jeunesse figure de moi je sais, toi tu suis. Les médecins, par exemple, ça peut. Pourquoi pas? Ça va? Et j'insiste avant d'arriver à la dernière partie un peu plus mathématique. Je suis désolée si ça file des boutons les maths. Euh, sur la partie vraiment concrètement pilotage financier de l'entreprise et organisation du budget, à travailler sur ces questions de vision, de mission et de raison d'être de l'entreprise parce que souvent c'est flou, c'est en cours de travail, c'est et plus vous serez solide là-dessus, plus vous serez vous assise, ancrée, et plus ça sera clair, bien entendu, pour votre cible. Et j'ai beaucoup plus envie de te suivre quand tu me dis que ta raison d'être, par exemple, le mode, admettons, si elle me dit que sa raison d'être, c'est de buter un système capitaliste, eh ben si moi, ça me parle, si moi, c'est mon système de valeurs, j'accroche beaucoup plus que si elle me dit, j'accompagne les femmes à se sentir bien. Ouais, d'accord, comme tout le monde sur Terre, en fait. Genre, je provoque, mais c'est parce que c'est une erreur marketing que j'en ai parlé en podcast, que je vois souvent, surtout chez les professionnels de l'accompagnement, qui ont des cibles très très larges et des messages qui sont pas faux, hein, c'est pas le problème, hein, et qui sont très beaux, mais où je m'y reconnais pas. Quand on me dit, moi je suis coach et j'accompagne les gens à aller bien, oui, en même temps, qui n'a pas envie d'aller bien? Cynthia, tu dis à l'inverse, quand on doute de soi, qu'est-ce que ça me coûte de ne pas parler de mon offre? Oui, très bonne question, on la garde. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas parler de mon offre? Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas assumer mes prix? Qu'est-ce que ça me coûte de négocier? Qu'est-ce que ça me coûte de baisser mon tarif? En termes d'estime de moi, en termes de la trésorerie de mon entreprise, en termes de l'image que je donne de l'entreprise, pensez-y, hein. Est-ce que vous voyez vraiment demain débarquer chez Chanel et qu'on vous dise oui, bah écoutez, on va vous faire 30% sur le sac? Non. Donc pensez à ça aussi, de quelle image ça donne de l'entreprise quand on négocie les tarifs, hein. Je trouve que c'est un exercice très difficile. C'est excessivement difficile. C'est vraiment difficile parce que l'argent, ça réunit plein de choses. Votre rapport à l'argent directement, votre rapport au système familial, votre rapport au système scolaire, votre rapport au système professionnel, votre rapport au système capitaliste, votre rapport au marketing, à la communication, à l'entrepreneuriat. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel, l'argent. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Et d'ailleurs, j'en tiens pour preuve hein, que les bons traders sont formés à la régulation émotionnelle avant d'être formés à la gestion financière, hein. Ça va? Je peux attaquer la dernière partie? Enfin, de toute façon, bon, si vous avez des questions, vous les mettez. Ouais. Donc, pilotage financier, budget, on rentre dans la partie un peu plus pratico-pratique. On va faire des maths. S'il y a des allergiques aux maths, promis, on ne fait pas trop. Déjà, oui, parenthèse, Cynthia nous rappelle ce lien très important dans la théorie des chakras du yoga tantra. Vous avez 7 chakras principaux. Le deuxième, Svadhisthana chakra pour les sanskriophiles parmi vous. Chakra sacré est un centre énergétique qui à la fois gouverne les émotions et l'argent et la sexualité. Pensez-y aussi, argent et sexualité, dans toutes les traditions et dans tous les courants de psycho, sont liés. Pour preuve, en astrologie, c'est pareil, hein. Maison 8, argent, sexualité. Petite parenthèse. Donc, est-ce que tout le monde... Non, mettez-moi, on va commencer comme ça. Mettez-moi dans le chat s'il y en a qui n'ont pas un statut d'AE, d'auto-entreprise. Est-ce qu'il y en a qui sont, je sais pas, en SARL, en SAS, machin. Juste que je sache la répartition SAS, coopérative, EURL. Ça a l'air d'être tout. Ok, donc il y a une grande majorité en AE, ou statut pas encore créé. Ok. Est-ce que tout le monde est capable de voir tout à fait la différence entre le chiffre d'affaires, les bénéfices et la rémunération du dirigeant? Oui, 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 oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit pas, en fait? On va peut-être le faire comme ça. Ok, donc ça a l'air d'aller. Je pense que oui, je referai un point. Est-ce que tout le monde ici, pour ceux qui sont entrepreneurs déjà lancés, oui, en théorie, moi en pratique, ok, on va refaire un petit point quand même. Est-ce que tout le monde ici est capable de me donner vos charges fixes et vos charges variables mensuelles ou annuelles si vous calculez à l'année? Là, ça commence à devenir plus critique, hein. Ça répond un peu moins. Oui, à peu près. Ok. Presque. Oui. Vite fait. À peu près. Estimation. Ok.
Vite fait. Oui. En gros, vous... Oui, depuis peu. Ok, parfait. Admettons que là, en juillet, vous facturiez 10 000 € de chiffre d'affaires. Je prends 10 000 parce que c'est très simple pour calculer. Ok. Vous facturez pour 10 000 € de prestations. Et admettons tout le monde vous a payé le jour J. Donc, au 31 juillet, vous avez 10 000 € sur votre compte. Ça, c'est votre chiffre d'affaires. C'est la danse de la joie, oui. Attends, les impôts sont pas passés, ça. Attends. Pour l'instant, vous avez 10 000 € sur votre compte. Ça, c'est votre chiffre d'affaires, c'est ce que vous avez facturé. Hors taxe ou TTC. Merci Léa, j'allais y venir. Hop, on va faire le chat. Donc déjà, ça c'est un premier problème que Léa soulève, c'est que généralement, les entrepreneurs que vous écoutez vous parlent de leur chiffre d'affaires. J'ai facturé 1 million d'euros. À 20% près quand même, hein, parce qu'ils peuvent très bien vous parler, et souvent, pensez-y, chez les entrepreneurs qui vous impressionnent sur les réseaux sociaux, ils vous parlent en TTC. Des fois, ils ont l'honnêteté de le dire. Hein. Je pensais à Aline The Bibous qui a fait un podcast il n'y a pas longtemps sur son chiffre d'affaires, et elle a précisé qu'il était TTC. Mais il y en a plein qui n'ont pas l'honnêteté de le dire. On appelle ça comme ça. Tout le monde est au clair, TTC hors taxe? Non, pas tout le monde. Alors, attends. Le tableau de la consultation. Je vais effacer les notes de consultation de ce matin. Et on va faire un petit tableau. Ça sera plus parlant. Alors, je suis désolée pour mes élèves de formation et mes bénéficiaires de coaching qui peuvent plus se piffrer ce tableau. Mais ça a quand même le mérite. Voilà. D'être au clair. Qu'est-ce que j'ai loupé dans le chat? Oui. Ok. Hop. Et vous baissez. Donc, admettons. Alors, on va le prendre TTC. Comme ça, je pourrais expliquer. Donc, on est le 31 juillet et vous avez encaissé 10 000 € TTC. C'est-à-dire, j'aurais pas dû prendre cette couleur, je vais la changer. Toute charge comprise. Toute taxe comprise, plutôt. Voilà. Vous y voyez mieux? 10 000 €, toute taxe comprise. Ça, c'est le chiffre d'affaires du mois. CA pour les intimes. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec nos 10 000 € TTC? On paye l'État. Donc déjà, on va reverser de la TVA à l'État. Parce que ça, c'est pas à moi. Là-dedans, il y a 20% qui appartiennent à Manu. Okay. Donc déjà, j'enlève 20% de TVA. En micro-entreprise, pas de TVA, pas de TVA en dessous de 34 700 € annuels. Donc si vous êtes non assujetti à TVA, j'arrive plus à écrire TVA quand je vous parle. Vous pouvez être non assujetti à TVA parce que vous avez un statut qui vous en exonère de manière totale ou de manière temporaire. Vous pouvez être non assujetti à TVA en fonction de vos statuts. S'il y a des psychologues, par exemple, parmi vous, vous êtes des professions libérales, vous n'êtes pas assujetti à TVA, c'est pas le même code, c'est pas le même article du Code général des impôts. Mais si vous êtes assujetti à TVA, ce qui est le cas pour les micro-entrepreneurs qui font plus de 34 000 à l'année et ce qui est le cas pour ceux qui sont en SAS, EURL, compagnie, vous commencez par rendre vos 20% de TVA à l'État. Jusque-là, ça va? Oui, bien. Ensuite, vous payez, alors là, ça dépend des statuts, votre URSSAF. Ok? Alors pour les micro-entrepreneurs, c'est 25%, par exemple. On peut noter 25%, mais ce n'est pas le cas de tous les statuts. Donc, admettons. Vous filez vos 25% à l'URSSAF. Pareil, s'il y en a qui ont des acres, ne les comptez pas. Ne les comptez pas parce qu'un jour, vous ne les aurez plus. 21,9% depuis 2023, si vous voulez. Allez. 22%. Admettons. J'enlève 22% que j'envoie à l'URSSAF. Ensuite, j'enlève, alors là, c'est pareil, ça dépend. L'impôt sur les sociétés, si j'y suis assujetti. L'impôt sur le revenu, que vous payez peut-être en prélèvement libératoire. Bref, je ne vais pas faire tous les cas possibles, mais vous payez aussi de l'impôt. Et là, vous avez d'autres charges. Hein. Des impôts, ne les oubliez pas, parce qu'on les paye qu'une fois par an, mais vous avez ici, par exemple, la CFE.
à payer la cotisation foncière des entreprises, hein, qui peut vite coûter 500, 1000, voire plus par an. Et quand vous payez 1000 euros de CFE, en fait, vous payez 100 euros par mois. Je vous rappelle les petites charges comme ça qu'on oublie. Qu'est-ce que j'ai loupé dans le chat? On peut poser des questions compta, c'est 22% du résultat après les 20%. Alors, je reprends les questions après. Je suis pas comptable, hein, je vous fais juste truc de base. Mais je suis une fille de comptable, alors par contre, je me suis fait harceler toute ma vie. Enfin, une fille d'entrepreneur formée comptabilité, vous voyez l'enfer, quoi. Je reprends ta question après ça. Je veux pas perdre mon fil. Donc voilà, vous avez payé tous vos impôts, gna 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 gna. Bénéfice. Bénéfice de l'entreprise. Alors, admettons, j'ai pas envie de calculer, on va pas s'emmerder, on va faire simple, on va dire 5000 euros. Ok? Ensuite, vous avez vos charges, fixes et variables. Alors là, ben, je peux pas les estimer pour vous. Donc, charges fixes, elles portent leur nom. C'est celles qui sont fixes, par exemple, je sais pas, le loyer de votre local, le coworking que vous payez tous les mois, l'abonnement de téléphone, l'hébergement du site web, bon voilà. Et puis les charges variables, ben, c'est celles qui varient. Si par exemple les coworking vous les louez à l'heure, votre budget publicitaire, votre commande de carte de visite, blablabla. Ça va? Les outils, pensez les outils, les abonnements, les frais de déplacement, les frais de représentation, les honoraires exceptionnels parce qu'il a fallu prendre un avocat, plein de choses à penser là-dedans, vous voyez? Ça va? Et ensuite, la rémunération du dirigeant. Sur laquelle vous, selon vos statuts, c'est là que vous payez de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Ça dépend des statuts. Donc, c'est quelque chose de très important à dire. Hormis les collègues là en live qui sont en SAS, EURL et compagnie, qui sont, selon les statuts, imposés au bénéfice de l'entreprise ou imposés à la rémunération du dirigeant, vous toutes qui êtes en micro-entreprise, vous êtes imposés là-dessus, sur les 10 000 euros. Si vous vous versez 2 000 euros dans la poche, c'est pas leur problème. Je le précise. Donc admettons que la rémunération c'est 2 000 euros. Et avec tes 2 000 euros, tu payes ton loyer, ta bouffe, ta mutuelle santé, gna 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 gna. Ça va? Chiffre d'affaires, bénéfice, rémunération. Les micro-entrepreneurs sont imposés au chiffre d'affaires. Ça va? Donc c'est important pour plein de choses. Par exemple, quand, ce qui était le cas quand je donnais mes cours de yoga, quand je vends un cours de yoga à, je vous fais un petit kiki ici, à 12 euros. Moi, en fait, dans les faits, je le vends à 10. Parce qu'il y a 20% de TVA. Ok? 10 euros. Sur les 10 euros, j'ai la plateforme qui me prend une commission. Donc le cours me revenait à 8,33 € hors taxe. Bon, puis dessus, tu payes tes charges, machin, ok. Donc en fait, ça me coûte ça. Ça me ramène ça. Mais moi, je déclare pas ça. Aux impôts, je déclare ça. Donc moi, je paye des charges sur 12 euros, pas sur 8,33 €. Ok? Ça vaut le coup de l'avoir en tête parce que ça peut vous faire un drôle d'effet après. Les déclarations d'impôts et d'URSSAF et compagnie. J'avais un autre truc à vous dire sur ça et j'ai oublié. Est-ce que c'est une question du chat peut-être que j'ai vu passer? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ben je sais plus, c'est pas grave, ça va me revenir. Oui, si. Pensez aussi là-dedans aux charges entre guillemets cachées, c'est-à-dire auxquelles on ne pense pas souvent. Je pense aux éventuels frais de déplacement qu'on peut oublier. Pensez à la CFE, pensez à vos frais de formation qui des fois passent un petit peu à la trappe. Pensez, alors moi c'est mon père qui m'a fait mon business plan, donc je vous garantis que 45 ans d'entrepreneuriat plus une formation de comptable, c'est paré à toutes les éventualités et aux scénarios les plus pessimistes. Donc les frais exceptionnels, les honoraires exceptionnels des avocats, graphistes, et compagnie. Pensez à plein de petits trucs dont vous allez peut-être avoir besoin et qu'on ne pense pas. Payer des éventuelles protections juridiques,
payer des éventuelles prévoyances maintien de salaire, payer la mutuelle santé, payer la RCP professionnelle, votre responsabilité civile professionnelle, votre assurance. Vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Je dis petits parce que généralement, c'est pas des gros montants par mois, ça va vous coûter entre 25 et 35 balles par mois. Mais l'air de rien, perso, moi j'ai une mutuelle à 40 balles, j'ai ma protection juridique à 25 balles, j'ai la prévoyance maintien de salaire à 35. Et bon, en fait, ça me coûte 200 balles par mois, l'air de rien. Alors, ça me met de mauvaise humeur à chaque fois déclaration d'URSSAF. Alors ça, c'est hyper intéressant. J'ai rien à te dire, Sarah, parce que moi, ça me met de mauvaise humeur aussi. Mais je peux changer mon focus attentionnel et dire, c'est une bonne nouvelle si je paye de l'URSSAF, c'est parce que j'ai rentré du chiffre d'affaires. Je peux le voir avec un focus attentionnel altruiste, en me disant, yes, c'est grâce à l'URSSAF qu'on a une sécurité sociale. Hein. L'URSSAF, Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Ce que je trouve génial, c'est qu'on paye de l'impôt sur les impôts. Audrey, tu dis croyance familiale transmise dans notre système sans tricher, on ne peut pas gagner d'argent, cette démonstration vient la renforcer. C'est pas que cette démonstration vient la renforcer, c'est que comme c'est ta croyance, c'est ta paire de lunettes, tu lis à travers cette croyance-là. Et donc, c'est comme ça que nous tous, nous toutes ici présentes, tous les humains de cette terre, hein, je veux dire, nous répétons des schémas, nous répétons des situations et des relations parce que nous continuons de filtrer à travers les mêmes croyances. Mais ça, c'est déjà important de l'avoir en tête parce que si je veux avoir une gestion financière qui tient la route, bah, il faut déjà que je comprenne ce qui se passe. Et on va pas se mentir, le système français, il n'est pas toujours des plus simples à comprendre, même s'il tend à essayer de se simplifier. Donc voilà, j'ai parlé des différents CA, bénéfices, rémunération et de la question du calcul des charges. Pensez à plein de petites charges un petit peu cachées comme ça qu'on peut oublier. Généralement, la répartition d'un budget très classique, c'est 50, 30, 20, que vous pouvez un petit peu modifier. Généralement, on dit que dans un budget, la règle financière de base, c'est 50% de la rémunération part aux charges essentielles, loyer, bouffe, machin, 30% à l'épargne et 20% au loisir. Alors ça peut être 50, 30, 20, ça peut être peut-être 60, 20, 20, bon, selon les charges que vous avez. Je trouve qu'il y a un réel intérêt à faire pareil avec le budget de votre entreprise, d'essayer d'allouer 50-60% aux charges indispensables et essayer de faire en sorte que vos charges indispensables ne dépassent pas ça. Sinon, bah, soit il faut monter le chiffre d'affaires, soit peut-être il faut diminuer les charges pour pas vous foutre dans une merde pas possible. 30% à l'épargne, 20%, j'ai envie de refaire mon site ou je sais pas quoi. Petit budget publicité Facebook ou que sais-je. C'est la même chose avec votre budget perso, c'est-à-dire qu'en fait, si dans votre budget perso, vous avez 95% de votre rémunération qui part à vos charges essentielles, vous êtes comme ça, vous ne faites pas d'épargne. Et outre le fait que je ne peux que vous inviter à faire de l'épargne personnellement, bien entendu, je là parle au moins des entrepreneurs, vous êtes obligés de faire de l'épargne, par pitié. Pensez aux entrepreneurs qu'on a accompagnés en période Covid et qui n'ont pas tenu le coup. Alors je parle pas de ceux qui avaient des charges monstrueuses type restaurateur, parce que les pauvres, de toute façon, c'était la merde. Mais par contre, il y avait beaucoup d'entrepreneurs comme nos métiers qui pouvaient avoir la trésor pour tenir et qui l'avaient pas forcément. Des fois, ils l'avaient pas parce qu'ils venaient de se lancer, évidemment. Mais je veux dire, pour des entrepreneurs qui avaient quelques années, c'est dommage. Formation coaching, tu le mets dans quoi? Dans les 20%? Ça, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec les frais de formation? C'est un peu à votre appréciation. Il y en a qui considèrent que c'est du bonus. Il y en a qui considèrent que ça fait partie de l'essentiel. Ça peut dépendre aussi d'où on en est. Peut-être que si on est très débutant, entre guillemets, dans le coaching et la formation, bah, peut-être que les frais de formation, ils sont relativement essentiels parce qu'en fait, j'en ai besoin pour avoir de la crédibilité, j'en ai besoin pour ma légitimité, j'en ai besoin pour me former, j'en ai besoin pour accompagner. Peut-être que si j'ai 10 ans de métier, c'est toujours important de se former. Peut-être que c'est pas absolument essentiel que tous les mois je sois en formation. Puis à un moment, vous aurez plus le temps, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Mais... Donc, vois où est-ce que tu décides de mettre. Et conseil de base, c'est pas le mien, hein, c'est Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre, qui est un bouquin très connu sur la question financière. On se paye d'abord. Et quand on dit on se paye d'abord, on épargne d'abord. Moi, personnellement, je reçois ma rémunération, je vais la recevoir ce matin d'ailleurs, normalement, ou demain. Le premier truc que je fais avec ma rémunération, c'est de l'épargne. Et je me démerderai avec ce qui reste. L'épargne, c'est pas demain. C'est pas accessoire, surtout quand on est entrepreneur. Et qu'on n'a pas la même sécurité que certains collègues du monde salarial. Aucun autre de moins en moins aussi, les pauvres. Hein. Et dernier truc que j'avais à vous dire,
que j'aimerais vous dire, en tout cas, c'est bien entendu la question de diversifier. Si vous vous intéressez un tout petit peu à la question de l'investissement financier, on va vous dire, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Eh ben, j'en veux la même règle dans l'entrepreneuriat, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est un peu le risque, d'ailleurs, vous avez Maëlan Fort qui en parle souvent dans ses podcasts ou ses stories, le risque des offres uniques, avec tous les avantages marketing que ça a, et les inconvénients aussi. C'est que si demain l'offre elle s'écroule, on n'a plus de rentrée. Donc, vous pouvez diversifier en termes d'offres, mais si vous ne voulez pas avoir trop d'offres, ce que je peux que vous conseiller parce que ça brouille le message, vous pouvez aussi. Qu'est-ce que tu me dis, Audrey? Ça marcherait pas tout de suite, de toute façon, tu auras le replay pour terminer. Oui, je recommande d'avoir une épargne perso plus la trésor. Oui. Parce qu'en fait, la trésor de votre entreprise, c'est pas de l'épargne perso, ça n'a rien à voir. Vous avez votre épargne à vous en tant que personne et votre entreprise, elle a sa trésor. Idéalement. Qu'est-ce que je racontais? Oui, diversifier vos sources de revenus. Ça peut être avec différentes offres. Si vous voulez pas avoir différentes offres parce que vous venez de vous lancer, vous voulez pas brouiller un message marketing, vous pouvez diversifier vos sources de revenus autrement. Je sais pas, en ayant de l'immobilier, en ayant des placements bancaires, en ayant deux métiers, j'en sais rien. On évite de mettre tous ses œufs dans le même panier quand il est question d'argent, évidemment. La question de Cynthia, elle est importante. Généralement, en termes d'épargne, on a des paliers. D'abord, on essaie de constituer ce qu'on appelle une épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, elle doit être placée sur un livret d'épargne que vous pouvez mobiliser rapidement. Par exemple, un livret A, vous pouvez sortir de l'argent en 2 secondes. Pas une assurance vie. Ça, c'est pas une épargne de sécurité. En tout cas, pas les 8 premières années, sinon vous allez vous faire éclater à l'impôt. Donc, vous mettez votre épargne de sécurité sur un livret d'épargne que vous pouvez sortir rapidement. Comme un livret A, par exemple, c'est pas très intéressant pour l'inflation, mais vous comprenez l'idée. Cette épargne de sécurité, généralement, on dit qu'elle doit représenter 3 à 6 mois de rémunération. Pour les entrepreneurs, je préférerais vous dire plutôt 6 ou 10 que 3, parce que 3, ça peut être rush quand même. Donc si, admettons, vous vous rémunérez actuellement 2000 euros, ou vous souhaitez vous rémunérer 2000 euros, ça veut dire que votre épargne de précaution, votre épargne de sécurité, elle est, j'ai dit quoi, 2000 euros, donc elle est de 12 à 18 000 euros. Ça, c'est l'épargne à laquelle on ne touche pas. C'est je vais taper dedans quand le moteur de la voiture a lâché, quand le lave-vaisselle est mort, quand je suis malade pendant un mois, quand voilà. C'est l'épargne de précaution. Et une fois qu'on aura atteint nos 18 000 euros, on commencera à rentrer dans des épargnes d'investissement, par exemple, si vous voulez faire de l'investissement. Okay. Mais admettons, vous économisez, vous épargnez 10 000 euros pour faire de l'investissement. On est d'accord que l'investissement, il se fait sur les 10 000 euros. On ne touche pas aux 18 000 euros de précaution. Ça va? Je sens que là, ça commence à fatiguer du neurone. Cynthia, elle a vu un truc qui l'a choqué, je crois. Je la vois faire des gros yeux. Alors, Sarah, du coup, j'ai envie de reprendre ta question, parce que j'étais en train de faire mes calculs. Est-ce que c'est 22% du résultat après les 20% ou du CA de départ? Ton URSSAF, tu le payes hors taxe. J'ai bien compris la question. Effectivement. Donc, tu gagnes 10 000 euros et l'URSSAF, ils te prennent les 25% sur leur taxe. Oui. Ah bah oui, sinon tu payes 2 fois. Mais non, bien sûr, ils te prennent les cotisations sur le hors-taxe. Isabelle, la difficulté, c'est que souvent, au début de l'entreprise, on a tout juste. Ah oui, bien sûr, au début, vous n'allez pas faire 18 000 euros de trésor, on est bien d'accord. Hein. On a déjà. On sort plus avec mon cerveau là. On a déjà tout juste les moyens de payer les charges, donc épargner, c'est même pas dans les priorités du moment, c'est pas ça comme problématique en lien avec la pénurie. Oui, peut-être qu'au début, vous allez. Mais encore une fois, peut-être que votre budget, à la fin, il est de 100 euros. Et donc, peut-être que vos 20% de 100 euros, c'est d'économiser 20 balles. Mais c'est déjà économiser 20 euros. Parce que finalement, à la fin de l'année, tu en auras déjà économisé presque 300. Alors, oui, c'est pas 18 000, ouais, d'accord. Mais en même temps, je pense que la majorité, hormis des rentiers, à mon avis, personne n'a économisé 18 000 euros en 6 mois. À part ceux qui font des gros chiffres d'affaires d'un coup pour X ou Y raison, etc. Mais ça aussi, je vous invite à faire attention. Petit 1, David Laroche l'a dit la dernière fois avec beaucoup d'honnêteté, son entreprise Paradox, elle a que 2 ans. Il facture actuellement 8 millions d'euros et il va passer les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il dit, je pourrais vous faire croire que je facture 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en 2 ans. C'est pas vrai, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Donc attention aussi un peu avec les réseaux sociaux qui peuvent aussi vous arranger la vie. Voilà. J'ai sorti une offre il y a 6 mois, donc mon offre, elle me ramène 15 millions d'euros. Ouais, d'accord, mais ça fait 20 ans que tu fais le métier, donc en fait, t'as pas fait 15 millions d'euros en 6 mois, t'as fait 15 millions d'euros en 20 ans.
Ce qui n'enlève pas le mérite, hein, c'est pas la question. C'est juste que sur les réseaux sociaux, on peut vite avoir tendance à se comparer, à dire putain, mais moi en 6 mois j'ai fait 10 euros, lui il en fait 15 millions, c'est quoi ce bint? Et le deuxième truc que ça m'a évoqué, oui, de manière un peu plus large, la question des inégalités sociales que l'entrepreneuriat reproduit, hein. Je me permets de rappeler qu'aujourd'hui 70% des fondateurs d'entreprises sont des hommes et que 80% sont des rentiers aussi, enfin des héritiers plutôt, excusez-moi, c'est pour être plus précise. Ça va? Et oui, ça change la donne, c'est clair. Eh ben forcément, alors après, entrepreneuriat, c'est très large. Là, on est plutôt dans un milieu majoritairement de l'infoprenariat qui demande des capitaux beaucoup moins importants pour démarrer. Évidemment, si demain vous créez des startups et qu'il faut mettre 5 millions au capital, ah ben il va sans dire que déjà, ça élimine un bon paquet de candidats, hein, on va pas se mentir. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas, Cynthia? Bah, être confronté à la réalité des choses, on va dire. Mais ton honnêteté est toujours un cadeau, Laura. C'est ma pure responsabilité. Mais voilà, ça fait pas forcément plaisir. Alors, de toute façon, la dernière partie comptable, effectivement, elle est là aussi pour effectivement rappeler aux réalités qu'en fait, à un moment donné, faire du travail sur le rapport à l'argent, évidemment, 10 000 fois oui, 10 000 fois oui. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de ce qui se passe derrière. D'ailleurs, je parlais de David Laroche, je reprends cet exemple qu'il donnait où il disait, admettons demain, vous gagnez 10 millions d'euros au loto, ou je sais pas quoi, et vous en héritez, et c'est super, et ok, mais d'y passer l'euphorie de la première journée d'avoir gagné 10 millions d'euros, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'imagine que la majorité d'entre vous n'avez pas eu à gérer 10 millions d'euros qui vous soient tombés sur la tête en 24 heures. Donc, concrètement, tu vas te retrouver avec la question de qu'est-ce que je fais de cet argent? Et donc, tu vas faire quoi? Tu vas appeler ton banquier. Tu vas aller en rendez-vous à la banque. Et puis là, à partir de là, tu vas faire rendez-vous avec des banquiers, tu vas faire rendez-vous avec des courtiers, en assurance, en immobilier, etc. Tu vas avoir rendez-vous avec des comptables parce qu'en fait, 10 millions d'euros, ça se gère. Et puis, tu vas avoir rendez-vous avec des fiscalistes qui vont t'expliquer comment tu fais pour les impôts et les placements et machin. Et ce qui était peut-être le plus grand rêve de ta vie de gagner 10 millions d'euros est en train de devenir ton pire cauchemar. Parce que tu vas passer tes journées à faire de la comptabilité, de la gestion financière. Et donc, la dernière partie, effectivement, j'y mets beaucoup d'honnêteté et j'entends qu'elle peut être un peu cash, mais en même temps, elle est aussi importante parce que des fois, on miroite le fait de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, mais il faut imaginer aussi les responsabilités que ça implique de faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Et je dis pas ça pour que vous les fassiez pas, c'est juste sortons du fantasme en disant, ok, je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par an, admettons, ou 1 million, ou ce que vous voulez, je m'en fous, ou 100 000, ou 50 000. Ben, 50 000 euros de chiffre d'affaires, par exemple. Je ne vais pas vous chercher des montants astronomiques. Admettons, votre objectif, c'est de faire 50 000 euros de chiffre d'affaires. La majorité d'entre vous, vous êtes en AE. Quand vous êtes en auto-entreprise, 50 000, c'est déjà très différent de 30, parce que vous êtes déjà passé à la TVA. Et donc, passer à la TVA, ça veut dire qu'on a fait des démarches auprès du SIE, au centre des impôts des entreprises. Ça veut dire qu'on a une comptabilité plus importante à tenir. Ça veut dire qu'il faut rentrer des tickets d'achat. Ça veut dire qu'il faut faire des déclarations de TVA. Ça coûte cher. Je sais, parce que d'ailleurs, je dois en faire une depuis hier matin. Je suis en train de capter que vous avez vu, je suis en plein déni. J'ai oublié de payer ma TVA. Faut pas que je sois en retard. Faire ça ce soir pour passer une bonne soirée. Ça fait toujours plaisir. Vous allez envoyer des courriers recommandés. Enfin, donc forcément, en plus vous allez générer du chiffre d'affaires, en plus il y aura des conséquences, ce qui ne veut pas dire de ne pas générer du chiffre d'affaires, c'est évidemment pas ce que je dis, mais c'est juste que des fois on est aussi dans un fantasme avec ça et c'est important de faire face à ça. Je suis en panique totale si je gagne 10 millions d'euros. Et voilà, je cherche quelqu'un pour gérer à ma place. Bah oui, bien sûr, parce que bah, c'est pas ton métier de gérer 10 millions d'euros, hein. Oui, on choisit ses problèmes, Marianne, t'as raison, c'est clair. En fait, pour prendre en compte notre rapport à l'argent, déjà, il faut mettre le nez dans les chiffres au préalable pour identifier ce que ça génère chez soi. Ouais. Ça peut être très intéressant, bien sûr. Puis c'est normal, encore une fois, hein, pensez bien, les bons traders, ils sont formés hein, à la question émotionnelle, parce que l'argent, ça vient driver beaucoup d'émotions. Et bah, comme me disait Sarah, le premier truc qui lui vient, c'est panique totale, parce qu'en fait, ton système nerveux, il n'est pas préparé à gérer 10 millions d'euros qui te tombent sur la tête comme ça, et surtout quand tu as le souci de vouloir les investir, les placer intelligemment, peut-être en faire profiter bah, la famille, des associations humanitaires, etc. Bon, ben en fait, il s'agit pas de dire bah, si je gagne 10 millions, je file tout à une association. Ouais, c'est facile à dire comme ça, mais dans les faits, ça ne marche pas comme ça. En fait, parce qu'il y aura les impôts au milieu, parce qu'il y aura de l'investissement à faire, parce que. Blablabla. Bon, moi j'ai dit déjà tout ce que j'avais à dire, ce qui est déjà pas mal, parce que j'ai dit beaucoup de choses, et je suis déjà en retard comme d'habitude. Est-ce que vous avez des questions, des contestations, des remarques, des angoisses, des nuits blanches qui se profilent?
Bah, avec plaisir, Nelly. Je trouve que c'est vraiment une bonne balance hein, sur la question de l'argent. C'est tout le travail des croyances, du rapport à l'argent, et aussi jouer sur les deux extrêmes du continuum, c'est-à-dire mes croyances génèrent des pensées, qui génèrent des émotions, qui génèrent des fréquences énergétiques, si on veut prendre en compte ça, qui génèrent des comportements qui créent des résultats, qui souvent valident les croyances, nécessairement. Sinon, la croyance, elle serait morte il y a longtemps. Donc, travailler à la fois sur l'axe des croyances avec tout ce qu'on a fait en début de masterclass, et aussi travailler sur toute la partie résultats-comportement. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a des livres en dehors de Père riche, Père pauvre ou des comptes à suivre sur la question de l'argent? Oui. Père riche, Père pauvre, oui. Un bouquin exceptionnel, malheureusement, il n'est plus édité. J'ai appris ça il y a pas longtemps. Et donc, il en reste quelques exemplaires, mais genre, ça coûte 30 € d'occasion au lieu de 5. Mais bon, qui s'appelle Tu vas t'en mettre plein les poches de Jen Sincero. Disponible à un tarif abordable, mais en anglais, donc il faut pouvoir lire de l'anglais. Cynthia a conseillé la psychologie de l'argent. Plan cash. Meilleur compte Instagram ever sur la question de l'argent. Les nanas sont super. Je vais vous l'écrire dans le chat. Et elles font tout un tas de formations, de petites formations, de replay de masterclass, en fait, qui coûtent entre 30 et 50 balles, si vous voulez vous former. Quelqu'un qui conseille monéthérapie dans le chat. Je vais augmenter mes séances psy. Super, on augmente les tarifs en partant. Marine, tu dis, peux-tu rappeler s'il te plaît le pourcentage de trésor à prévoir? Alors, classiquement, effectivement, on dit 50% pour les charges, 30% d'épargne, 20% loisirs. Loisirs, plaisir. On peut s'arranger à 55, 25, 20, 60, 20, 20, mais voilà, essayez de ne pas vous retrouver avec du 90, 5, 5. Aussi pour votre santé mentale, hein, parce que si vous avez plus de loisirs, plus de plaisir, plus rien, c'est la galère. Mais j'entends bien que des fois, ça arrive. Isabelle, tu dis finalement, je me trouve plutôt sereine, cool. J'avance petit à petit, surtout j'ai accepté de mettre le nez dans mes chiffres et que la sauveuse en moi devait laisser sa part de responsabilité à l'autre. Oui, 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 1000 fois oui. Je me suis noté un truc à moi-même l'autre jour. Alors attendez, je vais sur mon Notion, je vais dans Dev Perso. Parce que je l'ai fait, hein, l'exercice, il y a quelques temps que je vous ai fait faire. Ah oui, je m'étais mis à un moment donné, si... Alors moi j'avais pris un objectif très au-dessus de mon tarif. Hein. Pour me provoquer un petit peu, je me suis mis, pourquoi je ne vends pas 500 € la séance, admettons, ce qui est très au-dessus de mon tarif, mais pour me challenger un petit peu. Et le premier argument qui m'est venu, c'est parce que je ne suis pas accessible à tout le monde. Et en fait, en prenant 2 minutes de recul, je me suis noté, mais en fait, je ne veux pas accompagner tout le monde. En fait, en vrai. Ce n'est ni bien ni mal de choisir une cible, c'est juste une question de choix. Je me suis noté que je m'étais déjà dit ça. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, je me disais personne paiera 80 € de l'heure. Puis après, je me suis dit personne paiera 100 € de l'heure. Puis après, je me suis dit personne paiera 120 € de l'heure. Et en fait, tu te dis ça à chaque palier. Oui, je me suis dit, sur la question de la cible, moi, je me suis noté, je peux changer de cible si et seulement si il s'avère vraiment que les gens ne payent pas pour ce tarif. Et pas parce que je pense qu'éventuellement, peut-être, j'hypothèse qu'ils ne paieront pas. Hein, Laura? Et voilà, et à un moment, je veux pas toute la liste, mais dans mes pensées automatiques, j'avais c'est pas juste pour les gens, hein, question de la justice. Et je me suis noté, les gens peuvent décider tout seuls ce qui est juste pour eux ou non, sur la notion de la responsabilité. Je suis pas obligée d'être Oui, responsable. j'avais une question par rapport à ça, tu vois. Comme tu le sais, ma cible, donc c'est reconversion pro, transition pro. Mais si je me base uniquement sur ça, en fait, dans une transition pro, bah, justement, tu as ton budget qui change, enfin, ce que tu reçois forcément naturellement, surtout si tu passes par je sais pas, Pôle emploi pour toucher les allocs, etc. Et pour autant, ça veut pas forcément dire grand-chose dans le sens que, ben, en fait, je ne sais pas ce que la personne, elle a sur son compte, si elle a des économies, si elle en a pas, comment elle gère son budget. Donc, en fait, fixer mon tarif en fonction de la situation juste de reconversion pro, c'est pas forcément quelque chose de très utile, entre guillemets, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah mais complètement. Et j'en veux pour preuve, moi ça fait 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs, donc j'ai des entrepreneurs qui ont des trésors dingues et qui veulent pas investir parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui fait que X ou Y. Et j'en ai qui sont en reconversion, mais qui sont prêts à mettre tout le pognon pour se faire accompagner. Ça ne veut rien dire. En fait, sur la question de la capacité à investir, il y a plus à sélectionner votre cible en fonction de son mindset
par rapport à l'argent que réellement de leur trésor. Parce que peut-être que Cynthia, avant de mettre 1000 euros dans un coaching, elle attend d'avoir 1000 euros de trésor. Mais peut-être que Alicia, elle attend d'avoir 20 000 euros de trésor pour mettre 1000 euros dans un coaching. Ça veut rien dire. Donc clairement, moi j'en ai plein des entrepreneurs débutants qui ont dépensé plus de sous que des entrepreneurs qui me font 10 millions par an. Hein. Ça veut rien dire. Ouais, merci. Ça va être bien pour mes nouvelles croyances. Ok, donc quand je dis épargne trésor, j'ai tendance à dire épargne personnelle, trésorerie de l'entreprise. Donc pour on reprend dans les bénéfices de l'entreprise, vous répartissez grosso modo, si possible, 50-60% sur les charges, 30% de trésorerie, 20% de dépenses exceptionnelles, envie de faire un truc, etc. Ou ça peut être par exemple de financer un autre projet. Je sais pas, par exemple, vous avez un side project, vous voulez financer un événement associatif, mettons. Et dans la rémunération que vous vous versez, à nouveau, 50-60% pour mes charges, 30% d'épargne personnelle, 20% ou 20-30, vous organisez comme vous voulez, de plaisir, loisirs, me payer mon massage, acheter des fringues ou que sais-je. Ça va? Ouais? Tout le monde est mort du cerveau? T'as un doc par rapport à ça pour résumer ce que tu nous as dit là avec tout ce que tu as mis sur le tableau ou pas? Je dois. Alors, j'ai un PDF que je peux vous donner qui s'appelle Pricer ses offres. Euh, je suis pas sûre d'avoir fait le schéma exactement comme ça, mais en tout cas qui vous accompagne à fixer les offres. Je sais pas si je peux vous le mettre via ConvertKit, donc j'ai plutôt envie de vous dire que si vous le voulez, vous m'envoyez un mail. Et non, merde, j'ai répondu. Pardon, Marine, je t'ai répondu. C'est pas à Marine que je voulais écrire. C'est à tout le monde. Vous m'envoyez un mail, je vous le renverrai. Vous m'excusez, si jamais je reçois 85 mails qui le veulent, je risque de vous mettre la pièce jointe et de pas vous écrire 10 lignes pour... voilà, hein, vous m'excuserez, je ferai simple. Est-ce que tu peux redonner le nom de l'auteur du livre Tu vas t'en mettre plein les poches. Oui, je vous l'écris là aussi, Jen Sincero. Incroyable. Américaine, hein, donc des fois, il y a des choses, c'est un peu heurtante si vous avez grandi en France parce qu'on a souvent un rapport à l'argent très différent, mais on peut faire fi. Et beaucoup de travail sur la gratitude. Et je vais vous laisser avec ça. Il vous propose ce soir, si vous avez, si vous voulez bien prendre 2 minutes, et de le répéter tous les jours, pourquoi pas, de vous noter 3 gratitudes par rapport à l'argent. Remerciez pour l'argent que vous avez déjà. Peut-être que vous n'en avez pas autant que vous le souhaiteriez, mais vous en avez peut-être déjà. Alors, remerciez pour ce qui est déjà là. Peut-être que vous n'avez pas tous les clients que vous voulez, mais peut-être que vous en avez déjà. Alors, on peut remercier les clients qui sont là. Voilà, on peut exprimer de la gratitude. C'est une manière très concrète de changer le focus attentionnel et de changer aussi un petit peu la vibration qu'on exprime avec ça. Et plutôt de se focus sur un état d'esprit d'abondance que se focus sur un état d'esprit de pénurie. Qu'est-ce que j'ai loupé des choses? Faut prendre du café, ouais. Bon, on a toujours du travail sur nos croyances, c'est très bien, c'est bon signe. Ça montre que vous avez encore de quoi progresser, changer, vous transformer. Très bien, eh bien écoutez, merci d'avoir été là, vous étiez super nombreuses en live. Je vais m'activer un petit peu parce que je suis à la bourre et que j'ai rendez-vous dans 30 minutes et il faut que je mange au milieu. Donc si je tente de vous mettre le replay avant, je le fais, sinon je le mettrai fin d'après-midi. Merci d'avoir été là en live, merci pour toutes celles et ceux également qui sont en replay. Bon calcul, bon cheminement. Et je vous remets dans le chat si vous avez besoin d'aller plus loin le coaching sur ces sujets-là ou sur d'autres, notamment que je ne suis pas là en août, je n'ai plus de place en juillet, plus de place en juillet, plus de place en août, et donc pour septembre, si vous voulez. Merci, bon après-midi, bonne semaine, et on se revoit pour la masterclass de septembre, du coup, si vous êtes là en analyse de la pratique professionnelle pour les professionnels de l'accompagnement. Ciao, ciao!